Mardi 29 décembre 2020, bienvenue dans le 19e épisode du TSLH Podcast. Le tout dernier épisode de 2020 et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous nos auditeurs d'avoir fait partie de notre nouvelle aventure cette année. De la Suisse au Québec en passant par la France, notre podcast s'est promené et c'est grâce à vous si on a pu s'installer à plusieurs reprises dans le top 50 des podcasts hockey au Canada. Donc un énorme merci à tous ceux qui sont au rendez-vous sur les différentes plateformes. L'épisode que vous écoutez présentement est une présentation de massoif.com. Encore une fois, le code promo TSLH 2020 est en vigueur pour sauver un 10% sur votre prochaine livraison de bière locale à domicile si vous êtes de la région de Québec. Le code promo expire le 31 décembre, donc l'épisode sera disponible le 30 décembre, donc c'est le temps de faire une livraison. Massoif.com livre la journée même, peu importe la journée. Il était même ouvert à Noël. Visitez leur site web au massoif.com pour commander dès maintenant et abonne-toi à leur page Facebook. Max, Pascal, on est prêt à closer l'année de podcast 2020? Oh oui. Toujours prêt. Yes, c'est toujours un plaisir de vous avoir au rendez-vous. Dernier podcast, comme je disais dans l'intro, la naissance du TSLH podcast s'est faite un peu sur le tard en lien avec la pandémie, mais où on est rendu présentement, on est très satisfait de où le TSLH podcast est rendu. Puis, on close ça cette année avec un épisode qui est assez chargé. Il y a eu plusieurs nouvelles dans l'actualité de la NHL, donc on va faire un tour rapide parce que le sujet de l'heure, c'est le championnat mondial junior. On va réserver un gros volet de l'épisode là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup manqué de matchs. On va donner nos impressions, nos analyses, possiblement nos prédictions parce que l'Archie est super bon pour faire des prédictions comme on a pu voir ce soir. On aura l'occasion d'en reparler, Max, au niveau de Quinton Byfield qui allait avoir une soirée magnifique. J'étais aussi en feu. J'étais aussi en feu que Quinton Byfield ce soir. Oui, effectivement. Donc, on va tout de suite sauter, avant de parler du championnat mondial junior, on va parler un peu d'actualité NHL parce que en peu de temps, depuis notre dernier épisode, on a eu la signature sous forme de PTO, donc un essai professionnel pour Mike Hoffman. Il y a eu des transactions, il y a eu le CH qui ont signé des joueurs contre toute attente, on peut le dire, parce qu'on pensait que Marc Bergevin avait terminé son travail, puis finalement, il nous a sorti 2 signatures de joueurs, des vétérans, avec de l'expérience en série. On va parler de ça. Tout d'abord, les boys, le cas Hoffman, je pense qu'on en a parlé sur le site web. On peut y revenir un peu. Les Blues de Saint-Louis qui ont offert un essai professionnel à l'attaquant. Aux dernières nouvelles, il y a un contrat sur la table. On parle d'un contrat d'une saison au coût approximatif de 4 millions, selon les informations d'Elliott Friedman. Comment voyez-vous ça, la stratégie des Blues pour amener Hoffman sous essai avec les Blues? Ben, c'est un remplaçant à assez bas prix pour Tarasenko pour cette saison. Je pense que c'est la plus simple façon de l'expliquer, puis je pense que c'est la seule façon de l'expliquer. On a été chanceux, il y avait ce gars-là qui traînait sur le marché des agents libres. Puis là, on sait que Tarasenko va rater un bon moment, donc le fit était très bon. Puis là, ça donnait la place aussi sur le marché. C'est un peu de gymnastique qu'on fait d'attendre en ce moment avec l'essai, mais on le sait qu'il y a un contrat qui s'en vient, donc il y avait de la place pour le signer, ça va venir dans les prochains jours, en fait dans les prochaines semaines. Puis c'est ça, c'est vraiment un remplaçant pour Tarasenko, un gars qui va marquer des buts que Tarasenko aurait marqué. Je pense que c'est la seule façon de le voir. Puis après ça, pour Hoffman, lui, c'est une façon de justement prouver qu'il peut prendre ce poste-là d'un gars dominant dans une autre équipe qu'avec les Panthers, dans une équipe qui a des chances de gagner, dans une équipe qui peut gagner, qui va gagner cette année probablement. On peut s'attendre à des grandes choses des Blues. Donc, est-ce que ce gars-là va être capable de produire? C'est à lui de le faire. Puis s'il produit, pour lui, c'est une bonne occasion de signer un gros contrat dans 1 an. C'est une bonne occasion pour lui de jouer dans une équipe qui joue en équipe. Qui est vraiment un corps
soudés. Puis tu sais, comme tu disais, c'est un petit peu de gymnastique aussi au niveau de Saint-Louis là pour avec les joueurs qui vont mettre sur la LITR, en tout cas la liste de blessures à long terme. Fait que une fois que ça va être fait, s'il va signer son contrat, ça sera pas trop long. C'est pas un vrai contrat d'essai, c'est vraiment un contournement du règlement un peu là. Est-ce ça va fonctionner? Je suis pas mal sûr que ça va bien aller à son niveau. Il y a des bons leaders dans l'équipe, donc sa réputation, d'après moi, n'aura pas gros d'impact. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner cette saison. Ce que je savais pas avant, parce que quand c'est arrivé, évidemment, on cherchait pourquoi les Blues procédaient ainsi. Fait que j'ai lu un peu au sujet des PTO, mais ce que j'avais pas catché, c'est que quand tu es sous essai professionnel, tu peux toujours négocier un contrat avec d'autres formations. Donc, les droits sont pas nécessairement acquis. Donc, au début, je croyais que les Blues voulaient s'assurer d'avoir Hoffman dans leur cours pour ensuite lui donner un contrat, mais c'était faux. Le joueur peut négocier avec une autre formation. Donc, il y a une part de risque là-dedans. Par contre, on s'entend que Hoffman doit savoir qu'il y a un contrat sur la table déjà. Parce que s'il fait ça, s'il signe avec une autre équipe, c'est pas pire. J'ai pas l'expression en tête, là, mais c'est pas jouer franc jeu, mettons. Sa réputation serait pas améliorée en fait. C'est ça, c'est grosseur. On va le dire ainsi. Ouais. On va appeler un chat. Agir comme ça serait quand même pas pire crosseur, là, pour vrai. Là. Ouais. Parce qu'il utiliserait justement l'offre sur la table pour aller voir ailleurs puis aller se négocier plus. Non, ça serait très malhonnête. Puis justement, c'est un peu la réaction que les gens avaient face à cet essai professionnel-là, c'est de dire que Mike Hoffman s'est décroché un PTO parce qu'il y a une attitude mauvaise, une mauvaise réputation, puis c'est tout ce qui a été capable de sortir via le marché des joueurs autonomes. Bon. J'ai bien aimé ton autocensure là-dessus, parce que tu voulais dire un autre mot que attitude de belle autocensure, bravo. Oui, je fais attention, mais c'est ça pareil, tu sais. Pour vrai, ça a été le réflexe de plusieurs, puis on le comprend là, avec les histoires qu'il y a eu à Ottawa, mais c'est clairement pas ça. T'sais. Si les Blues ont procédé ainsi, c'est qu'on voulait avoir Hoffman au camp d'entraînement avec une offre officieuse, le temps de placer Steen et Tarasenko sur la LTIR, qui est la liste des joueurs blessés à long terme. Je pense que Steen a pris sa retraite, mais en raison de problèmes de dos, donc j'imagine qu'ils vont être capables de le mettre sur cette liste-là. Tarasenko, même chose. Donc, on va libérer de l'espace pour Hoffman. Par contre, vu que c'était comme pas encore fait, ben c'est pour ça qu'on préférait y aller par PTO. Là. Donc, c'est vraiment une question contractuelle. Faut comprendre ça. Là. C'est pas une question que le joueur a une mauvaise attitude. La seule chose que ça indique, par contre, ce qui est pas faux de dire, c'est que le marché est tellement serré. Le marché des joueurs autonomes est tellement fermé que si c'est la seule façon qu'il a trouvé de se dénicher une place pour jouer l'année prochaine, ça démontre à quel point le marché est fermé. T'sais, on a Michael Granlund qui a décidé de retourner à Nashville au lieu de se négocier un autre contrat ailleurs parce que c'était possiblement pas quelque chose de réalisable. T'sais. Oui, mais dans le cas d'Hoffman, peut-être aussi qu'il voulait vraiment jouer là, parce qu'on va se dire, pour lui, là, la situation de se retrouver avec les Blues, ça a le potentiel d'être très avantageux pour la suite de sa carrière. Donc, puis tu sais, avec les Blues, on le sait, c'était la seule façon, le PTO. Donc, oui, c'est un peu un signe que le marché est spécial cette année, mais je pense que ça montre aussi beaucoup qu'Hoffman voulait vraiment se joindre aux Blues et qu'il a vu une grande opportunité là, de jouer là pour justement accepter de faire cette façon de faire là un peu spéciale, mais c'est parce que lui, il voit qu'il y a beaucoup d'avantages là à se rendre à Saint-Louis. Puis il est comme en audition, comme je disais, il est comme en audition pour toutes les autres saisons qui vont suivre celle-là pour une autre équipe qui voudrait le signer éventuellement, parce que il représente un petit risque. Fait que s'il produit là, ben, il va pouvoir faire sauter la banque peut-être. Ben, tout comme Taylor Hall à Buffalo, mais Hoffman touche moins d'argent quand même que ce qu'il aurait pu toucher dans un contexte normal économique de la Ligue nationale. Tu sais, Hoffman aurait pu toucher un salaire de 6 millions. Là, possiblement, il va toucher 4 millions. Fait que, tu sais, oui, c'est une baisse salariale, mais je suis d'accord avec toi, Max, tu sais, on n'est pas dans les bobettes du joueur. Là. C'est clair que Mike Hoffman a dû cibler quelques formations où il voulait aller. Puis les Blues, ben, c'était réalisable, mais il fallait faire une espèce de gymnastique salariale. Puis
au final, ça a été ça, là, tu sais. Mais, tu sais, on le voit quand même, c'est ça, sur le marché, là, tu sais, je parlais de Granlund qui a décidé d'aller, de retourner à Nashville parce qu'il y avait possiblement pas d'autres offres alléchantes ailleurs. Tu sais, on a plusieurs joueurs aussi, des joueurs qui mériteraient encore une place dans un alignement de la NHL, mais qui s'en vont sous PTO. Tu sais, je pense à Riley Sheehan, qui peut être un bon quatrième centre d'une formation. Une formation faible peut même avoir un Riley Sheehan comme troisième centre. Il va être sous PTO avec Buffalo. Tu sais, on risque d'en voir de plus en plus de PTO qu'on va se dire « Hein, comment ça, ce gars-là, il a pas de contrat? » Mais tu sais, les joueurs, ça fait un bout qu'ils ont joué, puis il faut qu'ils commencent le camp. Ils ont pas de contrat, mais il faut absolument qu'ils commencent le camp en même temps que tout le monde s'ils veulent pas accuser un retard une fois la saison commencée. Donc, ben, le PTO devient une option quand même assez favorable. Ça va sûrement bouger d'ici le 13 janvier. Là. Oui, le marché il est fermé, mais ça va débouler. Ça a déjà commencé pas mal. Là. Fait que faut rester à l'affût parce que ça arrêtera pas. Ben, c'est pas juste le marché des signatures, parce qu'on parlait dans l'intro qu'il y avait eu des transactions. Il y a eu le marché des transactions qui a bougé beaucoup, dont Ottawa qui sont allés chercher Derek Stepan contre un choix de 2e ronde. Puis quelques jours plus tard, ils sont allés chercher Braden Coburn, Cédric Paquette et un choix de 2e tour de 2022. Indirectement, on est allé chercher Stepan gratuitement, si on veut. Le choix de 2e tour ayant servi à attirer Stepan était un choix de 2021. Ottawa avait 3 choix pour le prochain repêchage au niveau de la 2e ronde. Donc, d'en perdre un, c'est pas si mal. Puis, on en a rajouté un pour 2022. Donc, la façon que je le vois, c'est que Stepan n'a rien coûté là, avec cette transaction-là. Ouais, il n'y a pas tout en chose. Puis tu veux pas, les sénateurs, maintenant, ils vont vouloir gagner. Là, c'est bien beau avoir des choix, mais là, ils accumulent de très bons jeunes. Fait qu'éventuellement, ils vont vouloir avoir plus de succès à la glace. Parce que veut pas, il y a Melnick qui veut plus d'argent aussi. Là. Fait que c'est pas étonnant comme stratégie. C'était pas cet été, mais pendant cette saison morte-là. Je suis pas un fan de l'équipe qui vont avoir ça à la glace. J'aurais aimé ça voir plus de jeunes, mais il y a quand même de la place pour Stützle, pour Batterson. Il y a quand même de la place là. Fait que Brandstrom aussi. Je pensais qu'il avait quand même tout booké, mais en fin de compte, en regardant l'alignement, ben il y a 3 places pour des recrues. Puis je pense que ça c'est quand même assez réaliste là pour avoir une équipe. Tu sais, ils font pas série, je pense. Je serais vraiment étonné. Là. Je vais être le premier à m'excuser, à faire un meilleur culpa si jamais ils font une série, mais ça serait très étonnant qu'ils se ramassent dans le top 4 de la division canadienne. Là. En tout cas, je pense pas. En tout cas. Ben, tu sais, on a fait des acquisitions de vétérans, tu sais, puis des vétérans qui coûtent pas cher à l'organisation. Tu sais, le cap space, c'était pas vraiment une contrainte du côté d'Ottawa. Là. Avant d'acquérir Derek Stepan, on avait 12 millions d'espace en masse salariale. Donc, acquérir Stepan qui est à 6,5, puis là, j'y vais de mémoire, mais il me semble que c'est 6,5 d'impact salarial. C'est pas dommageable pour les Sens, mais Derek Stepan coûte 2 millions à l'équipe. Ouais, parce que son bonus à payer a été versé par les Coyotes avant de procéder à la transaction. Puis, on avait notre nouveau collaborateur, Isaac, sur le site, qui écrivait un texte là-dessus, et beaucoup de transactions des sénateurs sont vraiment sous ce moule-là. Sont vraiment basés sur le fait que les bonus ont été versés, puis après ça, ils acquièrent des joueurs. Donc, c'est des joueurs qui ont des cap hits relativement importants, mais le fait que leur bonus soit versé, ben, au niveau du président, au niveau d'Eugène Melnick, ben, ça fait moins d'argent à payer à ces joueurs-là. Fait que, tu sais, Derek Stepan, c'est pas une mauvaise acquisition, à mon avis. Il va pouvoir encadrer des jeunes avec son expérience, puis il va apporter un peu de stabilité à une ligne de centre qui était relativement faible, à mon avis. Ben, il y a juste Norris qui est intéressant, puis Stützle. Fait que, ouais, ça, c'est sûr que ça va aider, là. Ben, tu sais, Norris, il est intéressant, mais il a aucune expérience NHL, tu sais. Ouais, c'est ça. Il va vraiment l'épauler, là, tu sais. Ça va bien. Ben, il y a Tierney aussi qui fait un bon travail. Oui. Mais, tu sais, c'est ça, là, la ligne de centre est pas dégueulasse, mais il y a pas encore il y a vraiment pas de premier trio, là. C'est ça le gros problème. Donc, oui, on règle ce problème-là en ayant plusieurs bons centres.
mais reste que tu n'en as pas encore de premier trio. Mais je trouve que pour l'instant, le travail de Dorion, il est super bien fait dans le sens où tu te permets, avec tes acquisitions des dernières semaines, des derniers mois, de rivaliser avec les équipes de l'Association canadienne, de la division canadienne. Et pour vrai, là, Ottawa, est-ce qu'ils vont finir dernier de la division canadienne? Probablement, mais ils vont gagner des gros matchs. Le Canadien va se faire battre à quelques reprises par les Sénateurs. Je pense que toutes les équipes vont perdre au moins un match contre les Sénateurs. Et je regarde cette équipe-là, il y a des morceaux qui peuvent te faire mal. Juste un gars, vous savez que je l'aime, Galchenyuk, là, ben ça peut te faire mal, un Galchenyuk. Si lui, il décide là qu'il score 3 goals en une game, ben il est capable de le faire. Puis c'est pour ça que je dis que est-ce qu'ils vont finir dernier? Probablement, mais ils peuvent te faire mal pour un match. Fait que c'est pour ça que je dis qu'ils pourraient faire mal à des équipes, pas nécessairement directement en allant les battre en série, mais mettons le Canadien là va avoir besoin de tous les points là pour se mettre dans une bonne situation pour les séries. Ben ça se peut que les Sénateurs aillent t'envoler une coupe de points que tu aurais bien pris pour être en meilleure position ou pour faire les séries. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il ne faudra jamais sous-estimer les Sénateurs cette saison, parce que peut-être que tu vas te dire à la fin de la saison, et si on avait gagné ces 2-3 matchs-là contre les pauvres Sénateurs, ben peut-être qu'on serait en série en ce moment. Donc pourrait à surveiller les Sénateurs. Je suis certain qu'ils vont être pas si mauvais que ça dès cette année. Ils vont jouer sûrement un style de jeu assez simple puis physique. Tu as raison de dire qu'ils pourraient faire mal. Puis pour le Canadien, en mars, il faut que dans les 20 derniers matchs, ils vont avoir 4 fois de suite Ottawa. Fin mars, début avril. Fait que ça va être un 4 matchs très important pour le Canadien. Puis après ça, il retourne dans l'Ouest pour un bon bout, puis il finit la saison avec 3 contre Ottawa, contre Toronto. Fait que ça sera pas une saison facile pour le Canadien, selon moi, là. En tout cas, ça va être court, mais très, très, très dense. Je suis curieux de t'entendre, Max, parce que on connaît tous, du moins les gens qui te connaissent, savent que tu as un amour inconditionnel pour Erik Brannstrom. Je suis curieux de t'entendre sur la défensive des Sens. Je l'ai devant moi présentement. C'est une défensive qui est lourde, une défensive qui est pesante. Là. Pour vrai, tu sais, t'as Zaitsev, t'as Gottbranson et t'as nouvellement Braden Coburn qui est dans l'équipe, Josh Brown qui est un gros bonhomme et Artyom Zub qui est un nouveau venu qui arrive de la KHL, qui a quand même un bon gabarit aussi. Où tu vois Erik Brannstrom dans l'alignement? Parce que présentement, si je me fie à Daily Faceoff, il est sur la deuxième paire, à gauche. Mais là, avec les acquisitions qu'on a fait, est-ce que tu crois que il va être de l'alignement à temps plein ou on prévoit plus le faire passer encore la saison dans la AHL comme l'année dernière? Mais là, je peux pas croire, là. Brannstrom a montré qu'il était dominant dans la Ligue américaine. Je peux pas croire qu'on va y faire perdre son temps là encore une saison, là. Donc, moi, je m'attends vraiment à le voir avec les Sénateurs. Puis, oui, il y a des gros gabarits au sein de la brigade défensive, puis c'est parfait pour jouer avec un gars comme Brannstrom. Et ce qui est intéressant, justement, avec Brannstrom, c'est que lui préfère jouer à droite. Les Sénateurs, on le sait, ça a fait un peu de chicane dans le passé, parce que les Sénateurs voulaient vraiment le faire jouer à gauche. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'année passée, il y avait peut-être pas nécessairement de place pour lui à Ottawa. Mais lui préfère jouer à droite. Donc, vraiment, lui est à l'aise des deux côtés. Et ça pourrait lui permettre justement là, de se tailler une place à temps plein dans la défensive des Sens pour la prochaine saison. Avec qui je le vois jouer? Ben c'est sûr que je le vois jouer avec un gros bonhomme parce que le fit est là. Mais rendu là, étant donné qu'il peut jouer à gauche ou à droite, ben je pense que ça va être on va essayer des combinaisons en début de saison qui fit le mieux avec Thomas Chabot, ensuite qui va le mieux fitter avec Brannstrom. Pour vrai, je m'inquiète vraiment pas pour lui là. Je suis certain qu'il va jouer cette année. Puis s'il joue pas cette année, ben je pense que ça va être un problème de gestion des Sens là, parce que juste la saison dernière, si tu regardais juste les chiffres, ok, peut-être que tu peux te dire que Brannstrom a une saison difficile quand il jouait dans LNH, mais je regardais les matchs et pour vrai, Brannstrom faisait très bien. Puis il y a des matchs qui jouaient une vingtaine de minutes. Puis il avait pas l'air d'un gars qui appartenait à la Ligue américaine. Là. Il avait l'air d'un gars qui est prêt pour la LNH et je peux pas croire que les Sens vont lui faire perdre une autre année de développement dans la Ligue américaine où il y a clairement plus rien à prouver.
ce qui est bon avec lui l'année passée, c'est que j'ai comme l'impression que ce qu'il y a eu comme conseil pour être capable de jouer dans la Ligue nationale de hockey, c'est de simplifier son jeu. Puis, parce que des fois, ce qu'il faisait dans la Ligue américaine, c'était comme, ben là, ça marchera pas dans la Ligue nationale de hockey avec ton gabarit et tout. Puis, dans la Ligue nationale, il était moins fancy, mais beaucoup plus efficace sur tout. Il y a eu à plusieurs moments des fois où qui était la troisième passe, dans le fond, là, il y a pas le point, mais c'est lui qui a starté un jeu. Fait que, tu sais, j'ai hâte, surtout, parce que vu qu'il peut jouer à droite, j'aimerais tellement ça le voir avec Jake Sanderson dans 3 ans, là, dans 2-3 ans, là. Il fait tellement les deux ensemble, là. On le voit dans le World Junior à quel point Sanderson peut être bon, là. Fait que ça va être intéressant. Ben c'est clairement là que je voulais m'enligner par la suite, Pascal. C'est que si l'année dernière, on s'obstinait un peu avec le cas Brandstrom, est-ce qu'on le fait jouer à droite ou à gauche? Tu sais, ça peut quand même expliquer la décision des Sens d'avoir repêché un défenseur comme Jake Sanderson. Puis là, on le sait qu'on a un Sanderson dans notre pipeline. On a peut-être moins la pression aussi de demander à Brandstrom de jouer à gauche. Là, on va peut-être le laisser sur son côté naturel, justement. Peut-être moins cette année parce que les ressources à droite, je regarde, c'est pas la mer à boire. Fait qu'on va peut-être lui demander de jouer à gauche, mais éventuellement, c'est clair que Brandstrom va jouer à la position qu'il va vouloir jouer, justement parce qu'on a Sanderson maintenant. Là, exact. Puis à droite, je pense qu'il y a Lassie Thompson qui peut jouer à droite, mais son développement, il va pas comme prévu. Fait que la place est là. Il y a de la place. Il y a Lassie Thompson. Moi, je pense qu'il va être bon, mais ça fait un bout, je l'ai pas regardé, donc pour son développement, je pourrais pas trop parler en effet, mais il y a aussi Bernard Docker qui pourrait devenir un bon gars safe, justement, pour jouer avec des gars comme Brandstrom, comme Chabot, peut-être même comme Sanderson, parce que Sanderson pourrait se tourner un petit peu vers un style plus offensif. Il a vraiment le talent pour le faire. Mais j'ai hâte de voir comment Sanderson va se développer, mais peu importe. Dans 5 ans, les Sens pourraient avoir une des très bonnes brigades défensives de la LNH, là, une défensive qui est robuste, sans être robuste, qui est imposante, mais qui est aussi solide offensivement, parce que Chabot, il est pas petit, ce bonhomme-là, là. Sanderson, très bon gabarit aussi. Brandstrom, bon, c'est un plus petit gabarit, mais quand même, les gars qui sont dans le pipeline des Sens, c'est des gros gars mobiles souvent. Et ça, c'est la défensive de la nouvelle LNH. Donc vraiment, là, dans 5, 6, 7 ans, la défensive des Sénateurs pourrait être extrêmement solide. Et ça, c'est sans compter leur prochain choix au repêchage. À être à leur place, je me tournerais définitivement vers du punch offensif. Mais à chaque repêchage, si on continue de se greffer des gars comme ça, ça va être rapidement une très, très belle défensive qu'on va avoir à Ottawa. Très, très moderne, comme tu as dit, là, qui représente très bien vers où la LNH s'en va. C'est fou quand même quand on regarde les formations de l'Est qui ont rajouté du poids. On pense aux Leafs qui ont rajouté Wayne Simmons, que c'est pas un joueur nécessairement physique, mais un gars comme Joe Thornton a quand même un bon gabarit pour aller se parquer devant le filet. Ottawa ont rajouté beaucoup de poids à sa défensive. Le Canadien, évidemment, ont rajouté beaucoup de joueurs, puis on va y venir tout de suite après aux nouvelles signatures du CH. Mais ils ont rajouté beaucoup de gabarits également, alors que dans l'Ouest, on a tendance à rajouter de la rapidité. Fait que est-ce qu'on va atteindre un certain balancier parce qu'auparavant, on avait l'Est qui était rapide, on arrivait pour jouer contre l'Ouest, puis on se faisait brasser, peu importe le club, là, on se faisait brasser. Là, l'Est est venu monter son gabarit, l'Ouest est venu descendre, puis ça, c'est commencé depuis quelques années quand même, on le voit. Les Kings, ils seront pas dans la division canadienne, là, mais les Kings, en guise d'exemple, combien d'années ils ont de la misère parce qu'ils sont lents, ils sont pesants, puis ça, puis là, de plus en plus, on rajoute de la rapidité. L'Ouest s'abaisse beaucoup à la rapidité, les Oilers vont être une équipe rapide cette année. J'ai vraiment hâte, du moins là on parle pour la division canadienne, mais ça va être vraiment des belles oppositions là, pour vrai. Là. Je posais la question, Matt, est-ce qu'on va atteindre un équilibre? Pour moi, on l'a déjà atteint cet équilibre-là où on n'est vraiment pas très loin de l'avoir atteint. Je pense que tu l'as dit, c'est un processus qui est débuté depuis plusieurs années. Là, ça existe plus tant là, l'Est qui est très robuste.
l'Ouest qui est très robuste et l'Est qui est très rapide. Je pense que de plus en plus, on s'en va vers un juste milieu. C'est sûr qu'il y a encore quelques équipes qui restent dans ce moule-là un petit peu. Mais je pense que de plus en plus, les équipes comprennent que c'est un peu un concept abstrait, là, de plus en plus. Le Ouest robuste, Est rapide, non. Il faut un bon mélange des deux. Puis ça, on le voit, on l'a vu beaucoup dans la dernière année avec les acquisitions, autant dans l'Est que dans l'Ouest. On vise un milieu. Le but ultime, c'est pas d'être gros dans l'Ouest puis d'être vite dans l'Est. Là, tu gagnes pas avec cette recette-là. Le but, c'est d'avoir l'équipe qui va gagner la Coupe Stanley. Donc, rendu là, je pense que l'Ouest qui est robuste puis l'Est qui est rapide, dans 10 ans, là, on n'en parlera même plus. Zéro. Puis, tu sais, une des bonnes équipes à viser, que j'aimais pas tant que ça avant le début de série, là, qui ont un modèle qui est très, très mélangé entre vitesse, vétéran, jeunesse et rapidité, c'est Dallas. Je pense que c'est une bonne équipe qui a pas de... Ben, il y a Heiskanen, là, mais il n'y a pas de Stamkos, Edman, puis tous ces joueurs-là, là, comme Lightning de Pobé, mais qui a réussi à se rendre loin en série par leur jeu d'équipe, puis par comment ils sont construits. Fait que, tu sais, je pense qu'une des équipes modèles du Canadien et des autres, c'est Dallas en ce moment. Puis c'est pas une mauvaise chose parce qu'ils ont prouvé que ça marchait. Effectivement, puis tu l'as dit, Pascal, l'expérience, la profondeur, c'est exactement ce que le Canadien est allé chercher via des signatures dans les derniers jours. On va en parler brièvement parce qu'on en a parlé un peu sur le site web puis sur les réseaux sociaux, ça s'est parlé également. Corey Perry, Michael Frolik qui s'en viennent à Montréal. Comment voyez-vous ces signatures-là de la part de Marc Bergevin qui a remis son chapeau de Mark Bargain Bin, qui est allé chercher encore une fois des rabais de marché aux puces. Il nous sort tout le temps des petites perles pas chères parce que je considère ça comme des perles. C'est des joueurs qui vont aider en série, là. Corey Perry, on l'haït tous, mais c'est le genre de joueur que tu veux avoir dans ton équipe. Puis Michael Frolik, c'est... Les deux gars, ils ont des bagues de la Coupe Stanley. Là. C'est pas mal plus que ce que bien des joueurs du Canadien avaient avant ces acquisitions-là. Là. Ben, on avait regardé. Il y a 5 des joueurs du Canadien qui ont une bague de la Coupe Stanley. C'est toutes des nouvelles acquisitions. Fait que je pense que Bergevin a compris qu'il fallait plus d'expérience sur son équipe, plus de profondeur. C'est ça qu'il a fait. Fait qu'il y en a plusieurs qu'on a vu chialer dans ses réseaux sociaux qu'ils faisaient pas jouer les jeunes. Mais quel jeune? Belzile, c'est pas jeune, ça. Après ça, Ilonen, il n'y a pas de place pour Ilonen. Tu le feras pas évoluer sa 4e, même sa 3e dans sa première saison en Amérique du Nord. Après ça, t'as Romanov. Ben, Romanov va jouer. Il va jouer, inquiétez-vous pas, il va jouer. Evans, il va jouer au centre du 4e trio. C'est là qu'il va jouer, c'est là qu'il va commencer. S'il va augmenter, ça va être à droite. Fait que, il va falloir qu'il batte des vétérans. Fait que, tu sais, Bergevin, là, oui, le développement des jeunes, c'est important, mais la Ligue nationale de hockey, c'est pas une ligue de développement. C'est une ligue de performance, puis là, il veut gagner. Il a le mandat de gagner. Est-ce qu'il y a l'équipe pour gagner? Bon. Dans un contexte de saison de 56 matchs, il y a des surprises qui peuvent arriver. Je veux pas, Dallas s'est rendu à la finale de la Coupe Stanley. Fait qu'il y a plein d'affaires qui peuvent arriver, je veux pas. Faut juste qu'il clinche un spot d'un playoff, puis on verra ce que ça va donner. Mais il va falloir qu'il batte Edmonton, Calgary, Vancouver, Winnipeg, Toronto. Ça va être... d'après moi, ça va être excitant comme saison. Je veux pas, il va y avoir plein de rivalités, nouvelles rivalités qu'on n'a pas vues. Tu sais, on va voir Connor McDavid, je pense, 9 fois dans la saison. C'est hot, ça. C'est vraiment le fun. Elias Pettersson, Quinn Hughes. On va le voir toute la saison. Sérieusement, je suis vraiment content de la division canadienne pour le Canadien. Puis ils ont bien fait là, de s'ajouter tous ces vieux et ces expériences-là. Ouais, moi, j'étais content. Perry, là, c'est un gars qui me fait triper. Là. Moi, Perry, là, j'ai vu ça me levant le matin. Là. Ça a fait ma journée. Là. J'étais allé à la patinoire extérieure, là, puis j'étais comme, je suis Corey Perry. Max, t'as vu ça le matin, mais la transaction est sortie à 10h30, 11h, tu te lèves bien tard, coudonc. Ouais, ben, c'est correct. Ça, c'est une autre histoire, là. Mais non,
pour vrai, j'étais vraiment content. Puis même chose pour Frolic, qui était un de mes joueurs préférés à NHL 14 ou NHL 15, là, 84 overall, un bon attaquant polyvalent. Pour vrai, c'est deux acquisitions qui vont faire du bien à profondeur. Puis tu faisais bien de le mentionner, Pascal, prendre le temps de glace des jeunes. Quels jeunes? C'est à un moment donné, là, vous le voyez, les gens qui nous écoutez, vous le voyez le plan là, de Bergevin est devant vous. Là. C'est là qu'il veut gagner, Bergevin. C'est pas le temps de faire jouer les jeunes qui sont pas si jeunes que ça ou qui ont pas tant de potentiel. Les jeunes qui ont du potentiel, là, ben, inquiétez-vous même pas qu'ils vont jouer. Kotkaniemi et Suzuki se feront pas voler du temps de glace par Frolic puis par Perry, là. C'est ça, à un moment donné, ils vont juste, ces jeunes-là, là, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils profitent pas tant que ça de l'expérience de ces gars-là. Mais moi, je peux vous dire qu'ils vont en profiter de l'expérience de ces gars-là parce que ces gars-là ont vécu bien des affaires. Perry est membre d'un club très sélect de gars qui ont tout gagné. Écoutez, comment ça peut être un négatif? Perry, là, il sera même pas sur le line-up partant probablement, là, parce que là, c'est Armia, c'est la 4e ligne, puis Perry va sûrement être juste là, sur le taxi squad, que moi, je comprends pas encore trop le principe de ça, là. Mais oui. Perry va juste être là pour quand il va y avoir des besoins, puis Perry va être prêt. Quand il va devoir rentrer, ben il va être prêt, puis il va avoir faim en maudit. Puis c'est très important, parce que moi, j'aime pas mal mieux avoir un Perry qui rentre qu'un Alex Belzile, on s'entend, là? Ou qu'un Will. Ouais, c'est ça. Moi, je le déteste pas tant que ça, Will, mais oui, j'aime beaucoup mieux un Perry ou un Frolic. Donc, rendu là, ben, c'est des solides acquisitions, c'est des petites acquisitions, mais qui peuvent rapporter très gros en bout de ligne. Puis ceux qui pensent que Perry est fini, je vous invite à aller réécouter ces matchs des dernières séries. Je peux vous garantir que Perry est pas fini. Il y a un impact. Il y a tout le temps un impact dans une game. Tu sais, Ryan White, là, si vous en souvenez, c'est pas. Je compare pas à Perry, mais c'est tous les bons côtés que White a, mais avec l'expérience d'un gars qui pète pas et plomb trop souvent comme White, qui a pas des mauvaises pénalités, il va en pogner les pénalités, Perry. C'est ça son jeu. C'est un chien sale. Mais pas cave comme Ryan White. Fait que tu sais, ça peut juste bien finir. Là. Au pire, il va jouer 25 matchs sur 56, mais les 25 matchs, il va aider à avoir. Les 25 matchs qu'il va être là, il va plus aider à avoir les 2 points que s'il n'a pas été là. Puis Perry, là, est-ce que t'es dans les Canadiens? Est-ce que tu veux jouer contre les Tkachuk et Perry? Est-ce que tu veux jouer contre Kaysen et Perry? Ah non, Perry, tu le veux de ton bord contre ces gars-là, là. Tu veux que ça soit lui qui se pogne avec les Tkachuk, avec Zach Kaysen. Tu veux pas qu'il soit les Kaysen, puis les Tkachuk, puis Perry contre toi. Non. Tu vas être con. Moi, je peux vous garantir que si ça brasse un peu contre les Oilers, contre Ottawa, contre les Flames, ben on va être très content de pouvoir envoyer un Perry sur la glace pour amener ces gars-là à réfléchir sur le banc de punition un peu, là. Parce que Perry, c'est le genre de gars qui est très capable de faire pogner les nerfs à des gars comme Kaysen, puis il a plus d'expérience qu'eux autres pour être capable de se contrôler lui un peu. Kaysen, on le sait, là, quand il pète un plomb, ben il pète un plomb, puis moi je peux vous garantir que Perry, là, il va y en faire péter une coupe de plomb dans l'année d'après moi, là. Puis on a 18 matchs contre Tkachuk. Fait que c'est sûr que Perry, tu vas le mettre dans 18 matchs avec Tkachuk. Fait que c'est pas une mauvaise signature, juste pour ça. On parle de Perry, tu sais, de la manière qu'on en parle, c'est comme si c'était un genre de goon, mais tu sais, c'est pas... Perry, c'est pas le gars qui va dropper les gants, là. Je veux juste être clair avec les auditeurs, là. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est que Perry, c'est une peste. C'est vraiment une peste sur la glace. Il est détestable, puis il va faire prendre des punitions aux autres formations. Puis comme tu l'as mentionné, Max, des gars comme Tkachuk qui passaient... Brady Tkachuk passait son temps d'en face à Carey Price l'année passée, puis tout le monde était en beau maudit parce que le goaler se faisait déranger par l'attaquant des Sens. Là, cette année, tu vas avoir un Perry qui va venir lui donner un petit slashing d'un gosse, un petit dardage en arrière du genou dans le dos de l'arbitre. Tu sais, c'est des petites choses. Tu sais, Perry, c'est pas le gars qui va aller... peut-être même qu'il va y dropper Mitten. Ça se peut, là. Tu sais, on peut pas imaginer l'avenir puis qu'est-ce qu'il va faire puis tout. Mais dans son style, c'est un tannant, c'est un détestable. Puis tu le veux dans ton équipe. Puis tu
sais, je trouve ça dommage parce que souvent la réaction des gens, c'est de dire « Ouais, mais on l'a eu 15 ans trop tard. » Là, regarde, là, Corey Perry a été repêché par les Ducks d'Anaheim, il n'a pas été repêché par le Canadien. De dire qu'on l'a eu 15 ans trop tard, là, v'là 15 ans, oui, c'est un buteur de 40 buts, OK? Mais cette année, là, si tu veux un joueur de 750 000 $ par année qui peut te la scorer et qui peut être tannant sur la patinoire, ben t'as le choix entre un Devon Shore, qui est même pas capable de se trouver un contrat dans la Ligue nationale, ou un Corey Perry. Fait que tu prends qui rendu là? Tu prends un Corey Perry, tu sais, c'est assez logique par rapport à ça. Tu sais. Puis Il va enlever beaucoup de l'autre pression à affaire, Gallagher aussi. ben oui, parce que là, Gallagher, il aura pas tout le fardeau de la tâche de faire ça. Tu sais, ça sera pas. Il va C'est pas ça. se concentrer sur sa game, se concentrer sur prendre des bons tirs, marquer des buts. Puis Corey Perry va être là pour déranger l'adversaire et peut-être même prendre la place à Will sur l'avantage numérique, parce qu'il faut le rappeler, les gens sont tannés de voir Jordan Will sur l'avantage numérique, mais ces mêmes personnes-là, souvent, sont fâchées de voir un Corey Perry s'amener à Montréal. Personnellement, je préfère un Corey Perry à Jordan Will sur l'avantage numérique. Pour ceux qui se connaissent un peu dans les termes de hockey, là, en fait, j'ai juste à dire un exemple. Ce que Cole Caulfield fait en ce moment, c'est le fameux rôle de bumper sur un avantage numérique, là. Moi, je vois très bien Corey Perry prendre ce rôle-là de Ben bumper oui. sur l'avantage numérique, que ça soit sa première ou sa deuxième vague, là. Perry, c'est un bon gars parce que le bumper, son rôle, c'est d'attirer le plus d'attention possible sur lui pour laisser les coins de patinoire, pour laisser l'espace aux coéquipiers pour faire des jeux. Ben, Perry, dans le rôle de bumper, dans l'enclave, qui a comme but d'attirer le plus de monde vers lui, croyez-moi qu'il doit être très bon. Au Puis lieu de possiblement, Armia, mettons. ouais, à la place d'Armia, puis possiblement qu'en plus de voir Perry être en mesure de scorer sur les espaces rapprochés comme ça, il va possiblement être capable de faire prendre une punition à l'adversaire puis de donner un 5 contre 3. C'est gros, là, c'est gros comme avantage, ça, là. Puis, tu sais, je reviens tantôt, on mentionnait qu'il allait voler, ben, on parle de Frolic et de Perry, les deux acquisitions du Canadien. On parlait qu'il allait voler du temps de glace à des joueurs. Tu sais, vous l'aviez bien illustré, les gars. Il n'y a aucun joueur en bas âge chez le Canadien qui va se faire voler du temps de glace par ces deux gars-là, sauf Ryan Poehling, mettons. Puis là, ça me fait beaucoup rire parce que on voit sur les réseaux sociaux Ryan Poehling, il aime mieux jouer à Fortnite. Il est pas sérieux dans son entraînement. Il aime Trump. Hey, Ryan Poehling, là, c'est un joueur qu'on aime salir présentement, mais qu'on l'idolâtrait parce qu'il a scoré 4 buts, incluant un but en fusillade, là, à son premier match dans la Ligue nationale. Mais là, soudainement, on signe deux joueurs qui ont leur utilité au sein de l'alignement. Mais là, soudainement, on est offusqué parce que Ryan Poehling aura pas sa chance. Non, là, tu sais, là, ça va être correct, là. Ryan Poehling mérite une saison complète. Non, mais je veux dire, ça n'a aucun sens, là. Pour vrai, Ryan Poehling, pour l'avoir vu jouer, puis pour avoir écouté des entrevues, puis, tu sais, Joël Bouchard l'illustre très bien dans le podcast, le nouveau podcast du Canadien, là. Ryan Poehling, là, c'est un projet, là, il faut qu'il reste dans la Ligue américaine présentement, il faut qu'il travaille à apprendre la job de professionnel, puis c'est pas en étant sur un taxi squad qu'il va l'apprendre. Fait que une saison de plus avec le Rocket va être très bénéfique pour Ryan Poehling, puis ça me fait rire, tu sais, la majorité des gens qui sont pas d'accord avec les signatures parce qu'il allait voler du temps de glace aux jeunes, ben c'est Ryan Poehling qui est visé par ça. Puis Ryan Poehling aurait pas joué avec le Canadien là, cette année. Fait que, c'est un faux débat encore. Là. Enfin, exactement, c'est un faux débat. J'ai écrit plusieurs fois sur Poehling cette année, puis laissez-le dans la ligne américaine, laissez-le là. Il va s'amuser, là, ça va être tough. Ça va être tough comme saison, parce que c'est une des idées les plus dures à jouer, surtout pour les jeunes joueurs, parce que c'est défensif, c'est robuste. Là. Mais il y a la mobilité, il y a le gabarit, joue dans la ligne américaine, apprends la game, puis tu viendras dans la ligne nationale, puis on verra après. Je termine le point du Canadien avec une petite parenthèse concernant le Taxi Squad. Max, tu mentionnais que tu avais un peu de misère avec le concept.
C'est effectivement un concept assez compliqué, là. Pour vrai, il n'y a pas trop d'explications présentement de la part de la Ligue nationale à propos du Taxi Squad. Tout ce qu'on sait présentement, c'est que tout joueur qui est soumis au Taxi Squad doit absolument passer par le ballottage s'ils ont à passer par le ballottage. Donc, si on envoie Corey Perry sur le Taxi Squad, de ce que j'ai pu lire, au moment de l'enregistrement, parce que ça peut changer, là, mais au moment de l'enregistrement, Corey Perry devrait passer par le ballottage s'il est placé sur le Taxi Squad, au même titre que Jordan Wheel, mettons. Fait que là, c'est ça. C'est pour ça là, que les équipes ajoutent des joueurs pour le Taxi Squad, si on veut. C'est que tu n'auras pas le choix d'en soumettre au ballottage pour en mettre là-dessus. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir des options de plus. T'sais, si une équipe qui vient t'en prendre un, ben ça t'en prend un autre que tu vas être capable de le placer là. T'sais. Mais c'est un concept compliqué. Là, on ne sait pas si les joueurs qui vont être du Taxi Squad vont pouvoir jouer dans la Ligue américaine, mais être comme stand-by pour venir dans la Ligue nationale. C'est vraiment pas clair là, présentement. Là. Ça fait-tu genre 20 minutes que vous parlez en bain du Canadien, les gars? Ça me semble que c'est assez rare. Ouais, mais attends, on arrive à Caulfield. Championnat mondial junior, c'est ce qui retient probablement le plus notre attention présentement, en plus de l'actualité NHL, parce qu'il y a plusieurs ligues en Europe qui ont qui ont interrompu leurs activités pendant le championnat. On va faire un petit tour rapide, oui ou non. On va partir des discussions sur le championnat mondial junior. Max, t'as pas manqué grand match. Moi non plus, j'en ai pas manqué. Pascal, t'en as écouté un peu aussi. Fait qu'on va pouvoir partager nos observations. Peut-être pas équipe par équipe, parce qu'on s'entend que l'Autriche et la Suisse, il y a peu de choses à dire de ces formations-là. Marco Rossi, il est bien beau à regarder, mais il est complètement tout seul. Puis Simon Kanak aussi est pas mal tout seul avec la Suisse. Puis je parle de lui parce que j'avais juste le goût de dire son nom, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus de son jeu. Kanak? Ouais, Simon Kanak. Parce que peu importe comment tu dis son nom, ça fit pour les Québécois. C'est Simonac. C'est fou, hein? Ben, Simon Kanak. Tu sais, ça fit. Ouais. Peu importe, ouais. Il faut que le Canadien le prenne l'année prochaine. Ouais. Il faut absolument que Kanak, le Canadien c'est pas compliqué. Fait que... Il est bon, en plus. Ouais, il est pas pire. Mais on peut commencer avec la formation de la Russie. Moi, de mon côté, là, je suis incroyablement déçu de la Russie. Sincèrement, on les a regardés dans la Karjala Cup. C'était la même formation. Ils jouaient contre des hommes. Ce tournoi-là est pour... c'est beaucoup des joueurs de la Extraliga. Il y en a quelques-uns de différentes ligues, de la Liga, de la SHL, qui représentent leur pays. C'est comme un tournoi à 3-4 formations. Là. C'est petit, mais c'est un tournoi d'adultes. Puis la Russie avait apporté son équipe U20 à ce tournoi-là. On l'a mentionné plusieurs fois, mais ils ont été dominants contre des adultes dans un calibre que je pourrais comparer, exemple, à la formation de la République tchèque présentement. Le tournoi de la Karjala Cup, le produit sur la glace ressemblait un peu à ce que la République tchèque offre. Puis la République tchèque a battu la Russie, puis la Russie a été aucunement capable de rien faire pendant ce match-là. Aucun ajustement par rapport au style de jeu de la République tchèque. Max, Pascal, qu'est-ce qui se passe avec les Russes? Qu'est-ce qui se passe avec Vassily Podkolzin et Rodion Amirov? Les deux gros canons qu'on voit absolument pas. Ce qui est un peu ridicule, c'est que la Russie m'avait impressionné face aux États-Unis. Oui, Monsieur Knight devant le filet avait été dégueulasse, là, mais même en mettant ça de côté, la Russie avait été super bonne face aux États-Unis. Là après, puis même face au Canada, pour vrai, le match, le fameux match préparatoire qui avait terminé 1-0 pour le Canada, la Russie avait pas été mauvaise du tout, là. Donc là, c'est quoi le problème? Ben, tu l'as dit, un manque d'adaptation. Tu dois t'adapter face à la République tchèque qui joue un style de trappe, un jeu très, très, très fermé. Et on a bien vu que la Russie avait pas été en mesure de le faire. Les États-Unis, eux, l'ont fait. Ça a été... Eux, en début de match, la République tchèque,
ben ton rôle, c'est de jouer ta game. Puis là, quand tu vois que ça marche pas, ben adapte-toi. Mais la Russie a eu beaucoup de misère à s'adapter pour une raison que je ne saurais nommer. Et ils ont pas été capables de s'adapter. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est tout ce qu'il y avait à faire, s'adapter. Ils ont le talent au sein de l'équipe pour s'adapter au jeu d'une équipe sur papier très faible, beaucoup plus faible. Et la Russie ne s'est pas adaptée. Là, après ça, il y a la question de Podkolzin qui produit pas, d'Amirov qui produit pas. C'est vraiment ça. C'est le manque, pas le manque d'adaptation, c'est le zéro adaptation qu'il y a eu de la part de la Russie. Tu sais, pas marqué de but, là. C'est pas comme si ton goaler l'avait échappé puis t'avais perdu 6-4 puis là, ça fait bien chier parce que c'est à cause de ton goaler que t'as perdu. Non, t'as marqué 0 but face à la République tchèque qui ne faisait que se défendre, mais se défendait bien, cela dit, là. Mais vraiment, c'est vraiment le mot à retenir, c'est adaptation. Et la Russie, ben, il l'a pas retenu ce mot-là parce qu'elle l'a pas mis en marche pantoute, l'adaptation, là. Puis, moi, ce que je trouve bizarre un peu, ben, cette édition aussi de la Russie, au début du tournoi, on dirait que c'est la plus nord-américaine. C'est celle-là qui joue la plus. Je pense que c'est Simon Servant qui avait marqué ça sur Twitter, un journaliste de la presse, qui avait marqué, dans le fond, c'est les plus qui jouent le plus nord-américain, mais on dirait qu'ils s'occupent tellement de jouer nord-américain qu'ils oublient leur origine. Tu sais, c'est un pays généralement qui va jouer très très offensif, très basé sur ses skills puis tout. Là, ben, on dirait qu'il y en a des joueurs qui ont des skills. J'aime pas nécessairement leur défensive, mais il y en a des joueurs qui sont bons et tout. Et là, ça marche pas. Il y a rien qui fonctionne. Comme tu dis, c'est vraiment un problème d'adaptation. Il suffit trop à, OK, il faut pas se scorer. Mais vous avez Askarov dans les nets, là. Allez-y, marquez des buts. ça se fait pas comme ça, mais je sais pas, il manque, on dirait qu'il manque de guts. Je sais pas ce qui se passe. Ben, moi, de la façon que je le voyais dans ce match-là contre la République tchèque, c'est que tu avais une espèce de grosse bulle de joueurs de la République tchèque en plein milieu de la zone, puis la Russie tournait autour. Il était jamais capable d'aller en plein centre, tu sais, rentre au filet. On le dit, tu sais, puis c'est effectivement Simon Servant qui le mentionnait, mais tu sais, la Russie adopte un style vraiment plus nord-américain dans ce tournoi-là, mais la petite partie du style nord-américain de rentrer au filet, ça a pas été encore assimilé par la formation de la Russie. Quand tu as une formation, parce que la République tchèque jouait exactement comme s'il était en désavantage numérique tout le long. Il était 5 joueurs en plein milieu dans l'enclave. Il n'y avait aucune place dans l'enclave. Mais la Russie faisait juste tourner. À un moment donné, il prend des tirs puis rentre. La Russie, ils n'ont pas une formation pour se dire, on va compter sur notre gardien de but puis on espère que notre gardien de but nous fasse gagner. Non. Askarov est excellent. C'est un goaler incroyable pour vrai. Mais on l'a vu contre la République tchèque. Il a donné un croton à son deuxième filet puis ça a été terminé. Là, parce que tu t'en scores pas de but. Tu gagnes, c'est cliché, c'est facile à dire, mais j'ai jamais vu une formation gagner pas de but. À 0, tu ne gagnes pas. Là. Non, mais c'est bien plate. Mais puis chez les Russes, ce que je trouve présentement, qui est anormal, puis c'est quand même un point positif pour un joueur de la LHJMQ, là, mais le joueur qui se démarque le plus présentement, c'est Vassili Ponomarev. En effet, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est supposé être des Amirov, des Chinahoff, c'est supposé être des Podkolzin qui se démarquent. Podkolzin, tout le monde le voyait legit détruire ce tournoi-là là, avec des gars comme Dak ou Cousins ou Zegras. Podkolzin était dans cette classe-là en début de tournoi de gars qui avaient tout pour détruire au niveau des statistiques ce tournoi-là. Et là, il y a quoi? Il y a 2 points? Ben moi aussi. Absolument. J'en fais partie, oui, je m'avoue, là. Moi, Podkolzin, je le voyais limite MVP du tournoi, là. Moi aussi. Mais non, tout ça pour dire que Podkolzin, honnêtement, c'est décevant parce que, tu sais, je comprends le hype, puis tu sais, moi, je le voyais gros au début du tournoi parce qu'il y a eu un excellent tournoi. Je tiens à dire quelque chose, par exemple, check le bain à soir, Podkolzin, par exemple, nous sortir 7 points quand on va sortir le podcast demain. Pas mal sûr que c'est ça qui arrive, hein?
On va le dire pour les auditeurs, là. Je contre l'Autriche ce soir. Le match de ce soir est contre l'Autriche, mais effectivement, Max, t'as raison parce que je me rappelle un certain épisode où on critiquait le jeu de Jesperi Kotkaniemi, puis le lendemain, il nous plante 2 buts, puis là, on avait l'air de des caves parce que l'épisode n'était pas encore sorti. Fait que là, quand l'épisode est sorti, on avait l'air de des tweets, mais Mais pas de Cousin, tu sais, moi aussi je pensais qu'il allait sortir plus fort que ça parce qu'il était mal utilisé dans KHL au début de la saison. Je pensais qu'il allait avoir le couteau entre les dents puis qu'il allait produire offensivement. Puis c'est pas ça pendant tout. Tu sais, faut pas oublier non plus que c'est pas un play driver ce gars-là. C'est plus un, tu sais, il va tellement bien jouer avec Peterson, Baser qu'on a dit. Parce que bref, à Vancouver, il va très bien compléter leur trio, tu sais, leur noyau de jeunes. Mais avec la Russie, on dirait qu'ils demandent d'être le joueur qui va diriger un peu tout, mais il est pas ça, tu sais, fait que c'est peut-être ça qui fonctionne pas, mais oui, à soir contre l'Autriche, j'imagine qu'il va produire un peu. Là. On peut passer tout de suite à Team Canada et Team USA. Tu sais, on va parler des grosses puissances, mais après ça, j'aimerais ça qu'on parle aussi du repêchage 2021, des joueurs qui sont éligibles au prochain repêchage, puis qui sont en action présentement au World Junior. Team USA, en premier. Je voyais ton petit sourire, Max. Tu sais très bien qu'on va parler de Caulfield. Je vais me lancer tout de suite là, sur Cole Caulfield là, parce que je veux tempérer les choses. Je sais, Max, que tu l'aimes plus ou moins. Je sais que Pascal n'est pas vraiment en accord. Je vais agir à titre de médiateur. Cole Caulfield, présentement, joue de la même façon qu'il joue avec le Wisconsin. Tu sais, en contrôle de rondelle, tu sais, il est efficace, il essaie de créer des jeux. Tu sais, je veux pas cracher sur son jeu présentement au World Junior parce que il est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais le problème, c'est qu'il y a peut-être des très grosses attentes à son égard. Puis moi, quand je lis sur les réseaux sociaux que c'est un joueur qui va marquer 40 buts par année après une performance de 2 buts en match hors concours, ça me gosse un peu. Parce que Cole Caulfield, quand tu regardes, j'ai fait une recherche aujourd'hui, quand tu regardes des joueurs de 40 buts par année, on parle de, mettons, David Pastrnak, on parle de Austin Matthews, on parle de Leon Draisaitl. Pastrnak n'a pas connu des gros tournois World Junior au niveau de marquer des buts, mais reste qu'il est pour la République tchèque. Mais tu pognes un gars comme Austin Matthews, tu sais, à son dernier World Junior, là, il a rempli le filet là, dans le tournoi. Là. Puis, tu sais, Cole Caulfield, il a marqué un but aujourd'hui. C'est tant mieux, là, les gens vont respirer et tout ça. Mais je suis pas prêt à dire que c'est un marqueur de 40 buts. Là. Il va falloir se calmer un peu. Là. Les joueurs de 40 buts à leur dernier World Junior, ils dominent. Puis les marqueurs de 40 buts à l'âge de Cole Caulfield ne jouent plus dans la NCAA. Ils sont dans des camps de la Ligue nationale présentement. T'sais. Fait que tu prends un joueur, parce que là, de la manière qu'on parle de Caulfield, c'est qu'il va être tellement bon. Mais tu regardes un gars comme Trevor Zegras, que c'est comme... Hey, Zegras, il est incroyable, il va être vraiment bon, mais Caulfield, il est pas à son niveau. Là, en tout cas, à mon avis, il est pas à son niveau. Là, fait que c'est de tempérer un peu les attentes avec Cole Caulfield. À mon avis, de l'étiqueter immédiatement comme si c'était un marqueur de 40 buts après un match, c'est totalement erroné, au même titre que de dire qu'il fera jamais la Ligue nationale après 2 matchs moins bons à RDS, c'est tout aussi mauvais de faire ça, là, tu sais. Moi, le World Junior, personnellement, me sert à 2 choses. Soit à découvrir des espoirs pour les prochains repêchages que je n'ai pas vus, et soit, non pas pour me confirmer, en fait, pas pour me dire ce joueur-là fera un peu à me confirmer des choses que je pense déjà, ou justement ne pas les confirmer.
Là, Cole Caulfield, cette année, c'était un peu, c'est comme prove me wrong, Cole. Dis-moi que j'ai pas tort de penser que tu seras peut-être pas un joueur dominant dans la LNH, que si tu fais 25 buts, je vais être bien content. Prouve-moi que tu peux devenir éventuellement un gars de 30-35 buts. Et là, ce que je vois, le pire là-dedans, c'est que le jeu de Cole Caulfield, c'est très bien. Mais ce que je trouve plate, et c'est ce que plusieurs lui reprochent, c'est qu'il manque de finish. Tu sais? Ben, Colin, c'est exactement ce qui devrait être sa plus grande qualité, de finir, de marquer des buts. S'il fait pas ça, il sert à quoi? Oui, il fait des jeux, c'est bien le fun, mais le Canadien, là, on disait, il manque de finish, un gars comme Caulfield, ça... OK, mais là, il fait pas contre des gars juniors. Il est pas capable de finir contre des gars juniors quand il est le plus vieux joueur du tournoi et qui devrait marquer beaucoup de buts. Il joue bien, je dirais jamais le contraire. Je suis pas borné à ce point-là. Il joue bien, Cole, mais il ne marque pas assez de buts. Justement, il a les chances de les marquer et il ne le fait pas. Puis moi, c'est même pas... Ça fait même... Tu sais, il y en a que ça rassure de dire « Ouais, mais il est proche des fers ». Moi, c'est le contraire, parce que ça me rassure pas, ça me fait chier. Parce que ça serait censé être sa plus grande force de justement les faire, ces buts-là, les finir, ces jeux-là. Et là, il est juste, il était proche, on s'inquiète pas, il joue bien, ça va venir. Un marqueur comme ça, là, si on se fie à tout ce qu'on entend sur lui, là, puis qui est si un marqueur exceptionnel que ça, ben il y aurait pas de sa passe proche, il est frais et but, puis en ce moment, il en aurait 5-6. C'est ça que je trouve un peu décevant dans son tournoi de cette année. Il s'implique plus que l'an dernier, il joue beaucoup mieux qu'au tournoi l'an dernier, ça, c'est pas une question. Mais là, je veux le voir finir les jeux. Je suis d'accord avec toi, puis au niveau du concept de passer proche, puis de tout le temps le défendre parce qu'il passe proche, ça fait beaucoup penser à Lekonen. T'sais, le monde, au début, il arrêtait pas de défendre les deux premières saisons. Il a fait 18 buts, là, après ça, mais là, parce qu'il pogne des poteaux, c'est pas chanceux. T'sais, le monde se crée beaucoup d'attentes par rapport à Caulfield, puis je pense qu'il s'en met beaucoup ses épaules aussi, Caulfield, puis ça doit y jouer dans la tête. Mais maintenant, il va falloir, comme tu dis, qu'il score ces buts-là. Aujourd'hui, c'était contre qui qui aujourd'hui? Contre la Suisse. Non, c'est pas la Suisse, c'était les Tchèques aujourd'hui, c'est ça? Il joue contre les Tchèques aujourd'hui. Ouais. Il a scoré un but, une passe, parfait. Mais c'est le 5 ou 6e but de la game qu'il a scoré. En ce moment, c'est pas un joueur définitif important pour les USA. C'est pas Zegras. C'est tellement pas Zegras. Moi, j'adore Caulfield. Oui. Caulfield, c'est pas un joueur d'impact alors qu'il devrait l'être avec Zegras. C'est ça le problème. C'est le plus vieux joueur du tournoi. Ouais. Ça, c'est un autre. Ça, il devrait dominer. Il devrait. Puis là, je commence à me dire qu'on comprenait pas pourquoi il glissait autant au repêchage. Là, oui, ça shape, mais je commence à me dire qu'il y a peut-être une autre. Tu sais, il faut je reviens sur finir les jeux. C'est censé être sa plus grande force. Et là, c'est le joueur le plus vieux du tournoi. Ça devrait être le meilleur buteur du tournoi. Et on dirait que ça fonctionne pas tant que ça. Ça fonctionne pas tant que ça quand les projecteurs sont sur lui, on dirait. Puis à Montréal, les projecteurs, ils vont toujours être sur lui. C'est ça le problème. Répondre aux attentes. Mais tu sais, au Wisconsin, ça va bien. Là. C'est pas un problème. Mais quand les deux matchs qui étaient RDS, c'est sûr que je savais qu'ils étaient RDS, là, les matchs que tous les partisans du Canadien allaient le regarder, ça n'a pas fonctionné. C'est le pire match de la saison. Même ces deux dernières saisons, c'est le pire match. Fait que, là, c'était pas hot. Au World Junior l'année passée, c'est son pire tournoi à vie. Là, cette année, ça va bien. Ce qu'il voulait améliorer, il l'a amélioré. C'est-à-dire que son jeu sans rondelle, puis son implication dans le jeu, ça s'est amélioré. Mais là, faut pas que tu oublies d'améliorer aussi ton tir puis d'être capable de marquer. Parce que, oui, c'est bien que tu saches jouer au hockey, mais il faut que tu saches aussi scorer des buts parce que tu as été repêché par ça. Pour ça. Fait que, en ce moment, je suis pas inquiet sur son développement. Je pense que ça va bien aller. Puis ce que j'aime, c'est qu'à droite, le Canadien en ce moment, il est booké. Avec Anderson, Gallagher, Toffoli, qui va probablement jouer à gauche, là, selon les grands experts Twitter, mais qui joue quasiment jamais à gauche. Mais à droite, on est booké par-dessus booké pour au moins 2-3 ans. Fait que, tu sais, Caulfield, là, prends ton temps. Prends ton temps. L'année prochaine, il jouera pas dans la NCAA. Pas mal sûr qu'il va graduer pro. Mais s'il joue dans la ligne américaine, c'est pas grave.
c'est vraiment pas grave, tu sais. Fait que c'est ce que j'aime en ce moment de toutes les acquisitions de Marc Bergevin, c'est qu'il peut prendre son temps. Fait que on va voir qu'est-ce qui va arriver après World Junior au Wisconsin, parce qu'il pourrait très bien répondre, mais il pourrait aussi dropper encore plus parce qu'il est pas content de sa performance et tout. Là. Mais tu sais, moi en ce moment, je suis comme ni chaud ni froid. Tu sais, je suis pas genre mon Dieu, il est vraiment bon, puis je suis pas, c'est une merde. Fait que tu sais, comme je disais Maxime, vas-y, impressionne-moi là. Fais-nous plaisir, là. Fais quelque chose. Là. Dans la ronde des médailles, c'est là qu'on va voir si il le fait ou s'il le fait pas. Là. La jambe. Oh. J'allais dire que la jambe de Chynakov vient de tourner d'une façon qu'elle devrait pas tourner. Même parce que je regarde le match en ce moment, puis ça. Ah, puis là, Amirov a un tir de punition. Est-ce qu'il va marquer Amirov et le but? Rodion Amirov. C'est pas Podkolzin, mais on en parlait quand même. Donc ça commence déjà notre dégringolade au niveau de nos propos envers les Russes. Mais concernant Caulfield, tu parlais, Pascal, de prendre le temps, et ça m'a fait penser à quelque chose. Caulfield, aujourd'hui, à un moment donné, là, il avait tout son temps pour prendre un bon tir. Et puis, tu sais, c'est censé être un sniper. C'est un sniper, Caulfield. Quand t'as son talent et tout le temps qu'il avait, puis tu l'envoies dans le chest du goaler, tu sais, ça arrive des erreurs, là. Je vais pas dire qu'il y a un mauvais tournoi à cause de ce tir-là mais quand même, ça fait que je m'inquiète un petit peu sur pourquoi. En fait, c'est juste ça. Pourquoi t'avais tout ce temps-là, pourquoi le shot s'est rendu dans le chest du goaler quand t'as le talent d'un Cole Caulfield? Faut pas que ça arrive trop souvent des affaires de même. Là. Souvent, c'est parce que Caulfield, il va viser en dessous des bras. Vraiment là. Parce que le premier réflexe d'un gardien de but, quand il va en papillon, c'est de plier les genoux, puis après ça, de rapprocher ses bras. Fait que souvent, vu qu'il y a un bon tir, mais il profite de cette fraction de seconde-là qu'il y a un trou pour marquer là. Mais en effet, c'est risqué comme technique parce que tu peux l'envoyer dans le chest, puis c'est ça qui est arrivé sur cette séquence-là. Je sais, j'écoutais le match pendant ce temps-là, puis je t'ai vu marquer sur le chat interne qu'il y avait ça. Puis tu sais, une des affaires qu'il devrait plus utiliser, c'est viser, mettons qu'il arrive par la droite, c'est de viser la jambière de l'autre bord pour faire un retour dans l'enclave. Ça, il le fait pas assez souvent. Puis il y a le shot pour le faire, puis ça créerait tellement des occasions de marquer pour ses coéquipiers. Ça, j'aimerais ça le voir. Tu m'en as parlé, puis ça a comme popé. J'aimerais vraiment ça voir plus ça au World Junior, mais aussi au Wisconsin. Parce qu'il y a quand même des bons joueurs au Wisconsin. Mais bon. Je pense que ça pourrait diversifier un peu son jeu. Ben, moi, ce qui me dérange dans le cas de Caulfield, on l'a regardé quand même à quelques reprises cette année avec Wisconsin. Puis, on a noté plusieurs améliorations dans son jeu général. Ce qui est encourageant. Puis je tiens à le rappeler à ceux qui nous écoutent. On n'est pas en train de chier sur Caulfield comme de quoi que c'est un flop. C'était une blague au début. T'sais, en 2020, ça existe encore des blagues. Caulflop, là. Caulflop, c'est un gag. Mais ce qui me dérange beaucoup là, par rapport à Caulfield, c'est que tu sais, l'année passée, au championnat mondial junior, la première raison qui expliquait ses déboires, c'était qu'il était mal entouré. Que John Beecher comme centre, c'était pas le joueur de centre que ça prenait pour Cole Caulfield, puis le coach l'a mal employé. Bon, c'est une chose. Moi, je pense que y a pas d'expert dans la vie, sauf le coach. On a beau commenter, on a beau donner nos opinions sur Twitter, on a beau faire des textes d'analyse. Le seul qui sait exactement comment employer ses joueurs, c'est un coach. Là, on arrive au Wisconsin cette année, puis les Badgers n'ont pas une grande formation. Donc, quand Cole Caulfield ne connaît pas de grands matchs, on va dire « Ah, mais on le sait bien, Caulfield, il est tout seul. Il est tout seul dans sa formation, tu sais, c'est sûr. » Fait que, tu sais, Caulfield, il a appris à jouer beaucoup mieux de façon générale, à distribuer la rondelle d'une meilleure façon, mais il est tout seul. Donc là, on a notre excuse. Là, dans le World Junior cette année, c'est quoi l'excuse? T'as Trevor Zegras qui fait tout sur le powerplay. T'as Kaliev qui joue pas un grand tournoi, là, on va se le dire. Là, Arthur Kaliev, il a pas un grand tournoi. Mais je veux dire, tu y mets sa palette en powerplay, puis ça se peut qu'il t'amène dedans. Tu sais.
Mais là, c'est à cause que Caulfield, il est bumper. C'est pour ça. Ça marche pas. C'est pour ça qu'il marque pas. Là, tu sais, à un moment donné, les excuses, là, tu sais, moi, c'est ça qui me tanne. C'est ça qui me tanne là-dedans. Caulfield, bumper, peut-être que ça marche pas. Je suis pas d'accord avec l'utilisation de Caulfield comme bumper, alors que Kaliev serait peut-être un meilleur bumper que lui. Mais rendu là, ça appartient au coach. Le seul problème, c'est que Cole Caulfield, présentement, est dans le top 5 des joueurs qui ont le plus de lancers au tournoi. OK? Puis dans le top 5, là, t'as des gars comme Tim Studsley et John Jason Peterka, que c'est deux joueurs qui jouent 31 et 29 minutes avec l'Allemagne parce qu'ils ont 14 joueurs sur la patinoire. T'sais, ils ont 14 joueurs à aligner sur la patinoire. Fait que c'est pour ça qu'ils ont des temps de jeu de fou. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de lancers. Fait que Caulfield serait, normalement, si l'Allemagne avait une équipe normale, Caulfield serait dans le top 3 des joueurs qui a le plus de lancers, mais il y a un but. T'sais, moi, c'est ça qui me gosse. À un moment donné, les excuses, ça fera. On veut des résultats. Parce que l'année passée, au Wisconsin, il était utilisé à gauche, à côté du... Norman Flynn, il le dit 15 fois par match. Là. Il dit, c'est son bureau, ça. C'est là qu'il joue, puis c'est là qu'il m'a remarqué les buts. Je comprends pas pourquoi il est pas joué là. Parce que si tu le fais tout le temps jouer là, en fait, il a joué une couple de fois dans les matchs préparatoires. Puis dès que tu le mettais là, il y avait deux joueurs sur lui. Fait que tu sais, si tu l'utilises tout le temps là, le monde, ils savent qu'il va shotter. Là. C'est contre les meilleures équipes au monde à cet âge-là. Fait que les défenseurs et les attaquants, ils sont très bons en défensive. Fait qu'ils vont savoir comment le contrer. T'sais. Ils vont peut-être en scorer un ou deux, mais il en scorera pas 10 dans le tournoi parce qu'ils jouent là. Fait qu'il faut que tu trouves d'autres façons de le faire fonctionner offensivement, puis le mettre dans le bumper, c'est une bonne façon, vu qu'il y a Zegras il est gaucher ou droitier, Zegras, j'ai comme un blanc. Gaucher. Il est gaucher, puis il joue à droite dans le j'avais comme une... On devrait demander à Gonzo puis à Jean-Thomas Jobin, mais justement, Max n'est pas pire dans le jeu des gauchers-droitiers. Non, pour vrai, je suis très bon. Ce jeu-là, là, tu sais, les vieux joueurs, des fois, je le fais avec eux un peu de mon cellulaire. Puis je suis très bon, mais pas ces vieux joueurs. Tu sais, j'ai 19 ans, là, j'ai mes limites. Mais les joueurs actuels, honnêtement, je serais très fort à ce jeu-là. Cela dit, je vous laisse continuer votre discussion, les boys. Parce que avec Zegras sur la bande à droite, tu peux pas mettre Kaliev là, ça fonctionnerait pas. Il faudrait qu'il se tourne pour pouvoir faire son shot. Fait que c'est normal que Caulfield comme droitier joue là à cause de Zegras. Fait que tu sais, il faut juste qu'il trouve des façons de marquer des buts. C'est sa job, marquer des buts. Trouve des façons. C'est un court tournoi. Fait que c'est sûr que peut-être qu'il va être pas capable de s'ajuster. Mais là, faut qu'il trouve de quoi. Puis on peut parler d'autres personnes des USA ou du USA aussi. Là. On peut pas juste parler de Caulfield. Il y a d'autres bons joueurs. Matt, j'aimerais ça te parler du magnifique but que Vassili Podkolzin vient de faire. Tout un tir, mon ami. Tu l'as écouté live. C'est toujours ça. Hein? Quand on parle d'un joueur dans le podcast, automatiquement, on le jinx. Ouais. Et il se met à marcher. Donc, pour le prochain match, on va sauter à Team Canada tout de suite, puis on va parler de Connor Zero. OK? Parce que Connor Zero, il y a de la misère à marquer des buts, là. Fait que là, on va en parler, puis il va scorer un but au prochain match contre la Finlande. Mais non, blague à part, on va sauter au Canada tout de suite, si vous le voulez bien, messieurs, parce que on voit beaucoup de discussions sur les différentes plateformes au niveau du Canada, comme de quoi qu'il y a plusieurs joueurs qui déçoivent présentement. Tu sais, la formation a gagné 16-2 contre l'Autriche. Non, contre l'Allemagne, contre l'Allemagne. Mais ce match-là, là, il peut pas servir de base d'analyse. On va s'entendre là-dessus. Là. Tu sais, Dylan Cousins, il a 6 points. Ouais, OK, là, c'est correct. Il n'y a pas de base d'analyse à ressortir de ça, là, pas du tout. La seule chose qui ressort de ça, c'est qu'on dirait que le monde a oublié que Team Canada, je le marquais sur Twitter juste avant l'enregistrement, mais on dirait qu'avec cette partie-là, on a oublié que le Canada, il y avait seulement 5 joueurs qui avaient joué avant le tournoi. Là. Tu sais, le reste des joueurs, là, ils n'ont pas joué encore. Puis là, on remet en doute le coaching de Tourigny parce qu'il manque de synchronisme, il manque de cohésion. Mais est-ce que
est-ce que c'est juste logique de dire que les joueurs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, t'sais? Ça se peut-tu que ça soit juste ça, tu sais, je veux dire, Quinton Byfield, là, on en a parlé beaucoup, là, ces réseaux sociaux, là. Puis son cas était frustrant. Puis je le comprends. On s'attend à un gros tournoi là, du deuxième choix, du dernier encamp de la Ligue nationale. Mais Quinton Byfield, il est peut-être pas là pour remplir le filet non plus. Tu sais, Tourigny donne des rôles aux joueurs. Puis c'est des rôles que tu dois de respecter. Puis si Quinton Byfield contre une telle formation, son rôle, c'est de donner de l'échec avant, donner des mises en échec, puis donner de l'énergie de par son gabarit, ça se peut là, qu'il marque pas 3 buts dans le match, mais on peut-tu se frustrer contre lui pour autant? Absolument pas. T'sais, au début du tournoi, c'était unanime de dire que le Canada avait une formation incroyablement profonde, mais présentement, on fait de l'urticaire parce que tel gars est 14e joueur puis tel gars est 13e joueur. Ça marche pas. Ben, c'est aussi qu'on s'attend à ce que tout le monde fasse 4 points par match. Avec oui, d'un côté, on dit que la formation est incroyablement profonde. Ben, justement, là, les gars vont pas tous faire 4 points là-dedans. Tu l'as dit, il y a des rôles. Donc, c'est sûr que des gars t'as pas le choix de donner des rôles défensifs à certains gars. Ben, ces gars-là, ils vont pas faire 4 points, là. Tu sais, oui, ça a super bien été pour Byfield puis Pelletier ce soir, tant mieux. Mais reste que, de façon très théorique, ce trio-là, je crois, en est un plutôt défensif, plutôt là pour amener de l'énergie. Fait que là, ça a marché ce soir. Hey, on se plaindra pas. Mais je pense qu'il faut aussi se dire, les fans, qu'il faut peut-être, regarde, l'important en bout de ligne, c'est de gagner, là. Tu sais, chialer sur Byfield, je peux comprendre. Moi aussi, j'avais mes petits doutes en début de tournoi. Mais plus je prenais le temps de regarder ça, je me disais, tu sais, le monde chialait beaucoup sur son implication. Mais au final, je suis pas sûr qu'il chialait sur son implication parce que je pense qu'il chialait plus ses points qu'autre chose parce que je me suis mis à plus regarder Byfield puis justement son implication attentivement. Puis je suis bien désolé, mais Byfield était un gars impliqué. Je te dirais que dans le premier match, Max, son implication m'a déçu un peu parce que... Le premier, c'est vrai. Les peu de... Je l'ai pas regardé beaucoup Byfield, là, mais... Tu sais, pour mon mock draft un peu funny là, que j'ai fait avec le podcast, là, je l'ai regardé un peu Byfield, puis le long des bandes, je le trouvais assez dominant en OHL. Puis dans le premier match, il m'a complètement déçu. Il abandonnait ses bagarres le long des rampes, puis il était pas intense comme j'avais pu le voir auparavant. Mais là, c'est plus ça. Là. Fait que tu sais, est-ce que ça peut être le simple fait que le gars, ça fait longtemps qu'il a joué. T'sais. Est-ce que c'est une explication trop simple pour être celle-là? Moi, c'est ça qui me questionne. Byfield le dit en entrevue d'après-match. C'est sûr que c'est pas facile de revenir après une couple de mois sans jouer. Il l'a dit mot pour mot qu'il avait pas trouvé ça facile de revenir après plusieurs mois puis que là, il commençait à retrouver son rythme. Ben, je pense que oui, c'est juste normal. Puis là, pour ça, est-ce que c'est un avantage pour le Canada d'être dans un groupe extrêmement faible? Je sais pas si c'est un avantage. Est-ce que le rythme aurait pu être retrouvé plus rapidement dans le groupe fort, peut-être? Mais d'une façon ou d'une autre, c'est sûr que les matchs qui ne comptent pas réellement, parce qu'on va se dire, la ronde préliminaire, là, ça reste un peu des matchs préparatoires, parce que rendu là, à un moment donné, il va falloir que tu battes quand même la deuxième meilleure équipe si tu veux mettre la main sur l'or. Donc là, ce que le Canada fait, oui, c'est vraiment des matchs préparatoires parce que on s'entend qu'il n'y a pas grande compétition là. Mais c'est sûr que c'est des matchs qui permettent de se remettre en forme parce que t'aurais beau pratiquer. Oui, le Canada en plus a dû s'isoler, fait qu'ils ont manqué de pratique et tout, mais t'as beau pratiquer comme tu veux, tu ne peux jamais dans une pratique, même en match intra-équipe, retrouver ce que tu retrouves dans un vrai match. Et là, le Canada, c'est sûr que c'est pas tant des vrais matchs non plus à partir de quand ça devient 5, 6, 7, 0. C'est sûr que c'est plus la même intensité de l'autre côté. Mais reste que c'est sûr que ça permet au Canada de retrouver un certain rythme et qu'il va arriver prêt à la ronde des médailles. Est-ce que c'est là que je me pose la question, est-ce que ça aurait été mieux pour le Canada de se retrouver dans le groupe fort pour vraiment être préparé, vraiment être immédiatement dans le bain du gros calibre? Ou si c'est mieux justement de reprendre le rythme tranquillement face à des équipes assez faibles? On le saura jamais, ce qui aurait été le mieux finalement, mais je pense que dans les deux cas,
c'est sûr que tous les joueurs vont devenir juste de meilleur en meilleur. Et je pense qu'avec Byfield, on a eu une belle preuve ce soir d'un gars c'était pas le même gars que les autres matchs, là. Byfield, il y a eu un déclic. Oui, j'ai dit que j'aimais son intensité, son implication dans le dernier match, mais ce soir, c'était autre chose. Ça cliquait, puis let's go, là. Puis je pense que ça va juste être de mieux en mieux, puis ça va être ça, je pense, pour pas mal tous les gars. Ce que j'ai aimé de Byfield dans le match d'aujourd'hui, c'est qu'il a vraiment amélioré ses angles d'attaque, pas avec la rondelle, mais sans la rondelle pour aller les chercher. Dans le premier match, on avait l'impression qu'il perdait tout ses batailles, qui abandonnait, mais c'est parce qu'il arrivait pas du bon angle, puis ça servait à rien, mais il pouvait pas utiliser sa grosseur et sa mobilité pour à bon escient, pour aller chercher la rondelle. Puis aujourd'hui, ça a été un gros déclic dans son jeu. Il essayait dans les autres, ça fonctionnait par moment, mais aujourd'hui, ça a vraiment bien fonctionné. Ça l'a fait contre une mauvaise équipe, mais c'est de très bon augure pour le restant du tournoi contre la Finlande demain. C'est ça, la Finlande demain? Ça va être très important pour lui demain de continuer dans ce sens-là. Puis tu sais, ça me fait bien rire de voir le monde capoter sur un tournoi, parce que pas, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'il a joué. C'est le cas pour beaucoup de joueurs, mais pas pour les équipes des États-Unis puis de l'Europe. Fait que tu sais, le Canada est une puissance sur papier puis sur la glace, mais comme vous avez dit, ils sont rouillés un peu. Faut qu'ils trouvent leur rythme. Puis là, ça tombe bien. Ils l'ont pas pu retrouver, là. Fait que là, ça va être intéressant. Puis au début du tournoi, ce qui me faisait rire, pas au début du tournoi, mais du dernier match, là, c'est que Leroux et Flynn se bombaient le torse en disant que moi, je prends Stützle avant Byfield, puis dans mon mock, je l'avais mis avant, puis tout. Puis c'est tellement trop tôt pour genre se bomber le torse avec ce genre de débat-là. Là. C'est deux excellents jeunes. Stützle, il va être bon, probablement meilleur que Byfield cette année. Mais on s'en repart dans 5 ans. J'ai bien hâte de voir dans 5 ans que Byfield va avoir pris la place de Kopitar, puis Stützle va être à gauche ou à droite ou bien au centre à Ottawa. J'ai bien hâte de voir l'impact de ces deux joueurs-là sur leur franchise. Faut dire que des gars comme Stützle, en Allemagne, il est tout seul. Fait que c'est sûr que le rôle qu'on lui donne, tu sais, va le mettre en avant-plan. Mais quand tu regardes, puis même la Russie, là, tu sais, la Russie, ils ont comme 2 bons trios. Fait que le rôle que tu obtiens en Russie, dans l'équipe de la Russie, va te mettre en avant-plan aussi. Mais quand on regarde les États-Unis et le Canada, qui sont quand même 2 formations qui sont habituellement très, très profondes en termes de qualité de joueurs, tu sais, le rôle qu'on donne à un Phil Tomasino présentement, ou à un Dawson Mercer, ou à un Quinton Byfield, ou même à un Dylan Cousins, le rôle qu'on leur donne, ces gars-là, au sein de Team Canada, sera clairement pas le même rôle qu'on va leur donner dans la Ligue nationale plus tard. Fait que comment tu peux automatiquement dire ce gars-là va être une star parce qu'il vient de scorer 3 buts au World Junior? Tu sais, tu peux pas faire ça, là. Tu sais, je mentionnais Phil Tomasino, là, c'est un gars qui était 13e, 14e attaquant. Kirby Dach s'est blessé. C'est la première ligne. Tu sais, c'est un joueur qui offre de l'offensive. Puis un Ryan Suzuki, qui est un joueur qui peut offrir de l'offensive, présentement est utilisé comme un joueur défensif, au même titre que Jacob Pelletier, qui est utilisé pour faire de la grosse échec avant puis de rentrer au filet. Peut-être qu'il va être utilisé d'une différente façon avec les Foreurs de Val-d'Or. Là, tu sais. C'est tellement erroné pour vrai. Puis on s'entend, Jacob Pelletier va rentrer au filet puis il va donner de l'échec avant avec les Foreurs. Là, mais c'est tellement erroné de justement de dire tel joueur va être incroyable dans la Ligue nationale parce qu'il y a un bon championnat mondial. Les exemples de joueurs qui ont été dominants dans ce tournoi-là, il y en a tellement que tu regardes ces joueurs-là, puis plus tard, tu vois que leur carrière en Ligue nationale est pas si haute que ça. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est un peu de l'analyse lâche, là, tu sais, je trouve, là. Tu sais, mettons, là, je donne un exemple. Le Canada gagne 16-2. Est-ce que vous pensez vraiment que André Tourigny regarde chaque statistique de chaque joueur puis fait « Hey, tel gars m'a donné 5 buts, je le mets sur le premier trio. Hey, Mercer, là, 14e attaquant,
il me fait 4 points dans le match, c'est sûr, je le mets sur la première ligne. Non. Tourigny, ce qu'il regarde là, dans un match comme ça, là, c'est pas les points, puis c'est probablement même pas l'apport offensif qu'il regarde. À 10-2 ou à 10-1, là, en plein milieu de match, là, si t'as un gars là, que son positionnement, il le garde plus, puis si dans le coin, il fait plus ses batailles parce que c'est 10-1 puis 10-2, là, ben ça, le coach, il va le voir. Puis ça se peut que quand tu vas avoir besoin d'un joueur pour faire une bataille dans le coin, ça se peut que ce joueur-là, il aille pas. Là. C'est toutes des choses. La vision d'un coach est complètement différente de nous dans notre salon quand on regarde un match, là, c'est clair. Puis le Canada, ben c'est ça, il gagne par beaucoup de points. Puis clairement que c'est des choses que nous, on n'observe pas qu'André Tourigny regarde présentement. Là. Tous les joueurs ont des tâches, ont des missions à faire. Quand c'est 15-2, que ce soit 3-2, il faut que le joueur le fasse. Comme tu as dit, c'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Puis si la Tourigny, ce qu'il doit regarder, c'est ce que ce gars-là remplit ses missions, est-ce qu'il remplit ses tâches malgré le pointage. Meilleur exemple, Team Stutzel, à 16-2, il jouait comme si c'était 1-0. Il bloquait des shots, il plaquait, il essayait d'aller marquer des buts, il jouait comme si le match était encore emporté, à portée de la main de l'Allemagne. Ça, c'est de très bon augure pour la suite de sa carrière. Dans le fond, c'est plus le coach qui le voit des grosses équipes, mais dans les petites équipes de l'Europe, Slovaque, Tchèque, je trouve que c'est un peu plus facile d'évaluer le potentiel des jeunes qui jouent dans des plus petites équipes, parce que le rôle qu'ils ont, c'est souvent le même rôle qu'ils ont dans leur équipe. Au Canada, ils ont tellement des bons joueurs que c'est moins évident d'évaluer le rôle d'un joueur. T'sais. Mais même la Russie et les États-Unis, des fois, c'est pas trop de temps évident. Mais la Slovaquie, on voit en République tchèque, Svozil, Michak, après ça en Slovaquie, Nasko, que j'adore, au fond, le goaler, après ça. Fait que pour les petites équipes, c'est tellement plus facile d'avoir ce genre de commentaires-là, mais le monde écoute plus Team Canada. Fait que c'est sûr que c'est plus Team Canada qui se fait parler sur les réseaux sociaux, ben par le Roux et Flynn sur RDS. Parce qu'on s'entend, tu sais, on s'entend, Pascal, là, que c'est 12-3 pour le Canada ou c'est 12-1 pour le Canada, puis t'es un joueur de Team Canada qui est attitré à un rôle plus défensif, mettons, qui doit maintenir son positionnement, qui doit garder son man-to-man. Puis là, tu vois que c'est 12-2 puis t'as pas de points. Si tu commences à jouer juste dans le but d'aller marquer un but, parce que tout le monde en a marqué puis toi t'en veux un, là, ça c'est des choses que Tourigny va voir. Mais c'est des choses que plusieurs vont faire. Ah yes, ce gars-là, il a 2 buts dans le match. Ouais, mais c'est parce que ces 2 buts, là, ça a été les 14 puis les 15e, puis il a travaillé comme un gars qui voulait juste avoir ses buts, puis qui a oublié complètement sa tâche. Tu sais, c'est ça qu'un coach va voir. En tout cas, ça, c'est à mes yeux. Là. C'est ce que je crois. Là. Tu sais, j'ai pas la science infuse, mais tu sais, c'est souvent les analyses de statistiques. Là. Puis toi, Matt, est-ce que tu crois que Podkolzin vient de marquer un magnifique 2e but? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Je confirme que oui. Contre l'Autriche. C'est juste 3-0 quand même, là, puis Podkolzin a marqué 2 buts. Ouais, contre l'Autriche. Puis c'est Amirov qui a l'autre. Donc, vraiment, on a lancé les hostilités pour les Russes. Ils nous remercieront quand ils vont avoir la médaille d'or autour du cou. Tant mieux s'ils se réveillent, parce qu'on va faire un maudit bon tournoi dans le tournoi des médailles. Ah, ouais, ben dans la ronde des médailles, là, c'est 4-0, mais c'est pas un de nos... je pense que c'est pas de Colzine. Ok, non, c'est pas de Colzine. Mais bref, les gens vont écouter ça, puis en tout cas, c'est drôle. Ils vont dire, il participe pas, fait juste écouter le hockey, lui. Non, c'est Kusnudinov. Pascal, tu dois être content. Il me semble que tu l'aimais bien, lui. Ouais, un petit gars rapide, mais qui a de la misère à finir. Tant mieux, c'est marqué. Messieurs, pour terminer, j'aimerais ça, on fera pas des profils, là, mais on peut parler un peu des joueurs éligibles pour le repêchage. J'ai fait une petite découverte, Pascal, je t'en ai parlé un peu, Max, je sais pas si tu l'as remarqué aussi, comme je l'ai remarqué. Juraj Slafkovský. Moi, j'ai pas tant remarqué ça. Pour vrai,
c'est un gars qui a un super bon gabarit, là. Je vais sortir les notes pendant que je parle, là, parce que je me suis pris quelques notes sur ce joueur-là. Tu sais, Gardien. non, Slavkovski, non, c'est pas un gardien, là. Il joue pour la Slovaquie. Excusez, c'est draft 2022. C'est pas le prochain draft. Mes excuses. Mais je vous le dis, vite de même, beau petit joueur à regarder. Beau gabarit, des bonnes mains, une bonne rapidité. Puis il est éligible pour le draft 2022. Tout comme Brad Lambert, qui est à mon avis lui, là. est le meilleur joueur après Anton Lodell au sein de la Finlande. Point barre. Moi, c'est plate parce que il faudrait bien que je commence par checker le repêchage 2021 puis lâcher mon football un peu, mais je pense que je vais regarder Lambert pas mal avant de regarder le draft 2021, là. Je suis tombé en amour, un peu comme j'étais tombé en amour avec Seth Jarvis, mettons, là. C'est à ce point-là, le Lambert, là, j'avais hâte de le regarder, mais c'est du gros stock, là, pour un nom canadien en Finlande. Ouais, effectivement. Ton Slavkovski, je me suis trompé avec Latkoski. Latkoski, en tout cas, le goaler, là, Simon Latkoski. Oui, qui a sorti un solide match aussi en début de tournoi. Ben, les goalers, c'est souvent des très belles histoires au Mondial Junior, puis souvent, ça leur donne absolument rien au niveau professionnel, mais pour les fans, c'est toujours bien le fun. On salue Denis Godla et Christers Guzlevskis. Surtout Godla qui a jamais eu la chance de se prouver en Amérique du Nord. Effectivement. Mais pour revenir au repêchage 2021, c'est sûr que les joueurs de la Suisse qui sont éligibles m'ont pas impressionné. Je pense pas que ça vaut la peine d'en parler. Mais Mathieu... Casper, Marco Casper, c'est quel draft, ça? Marco Casper, 2022, mais il joue pour l'Autriche. OK, c'est l'Autrichien 22, ça. Lui, là, je l'ai beaucoup aimé, là. Ouais, mais encore 22. Moi, je vais tout de suite passer au draft 22. Je vais tout vous laisser le 21. Puis je vais prendre de l'avance sur le draft 2022, je pense, parce que je pense que j'aime pas mal les gars de cette année-là. Matthew Beniers, qui est un gars on a déjà parlé dans le... Ouais, vas-y. Vas-y. Non, mais c'est parce que moi, je n'ai pas beaucoup parlé de Beniers. Je l'avais pas tant vu, mais là, je comprends pas mal pourquoi vous l'aimez, là. Ouais, vraiment, ça, on a parlé vraiment. Dans le podcast, ouais. Moi, j'étais un touriste, puis je vous écoutais parler de Beniers, puis j'étais comme, voyons, eux autres avec Beniers, ça doit pas être si fou que ça. Mais non, puis moi, plus je vois ça aller, plus je me dis, est-ce que c'est un candidat top 3 au draft? Il fait partie de l'équation, là. Ouais, ben c'est ça, parce que là, c'est dur à dire avec tous les boys qui jouent pas, puis mais pour vrai, Beniers, là, c'est avoir un impact comme ça avec l'équipe américaine à son année de draft, c'est quelque chose d'assez gros. Il y a pas juste un impact offensif, il y a un impact partout. Il est tellement... Ben, c'est ce qui explique aussi, Pascal, pourquoi un joueur comme Kent Johnson a pas été de l'alignement cette année avec les USA. Parce que Kent Johnson est très offensif. Il a un beau bag of skills là, offensif. Là, pour vrai, il est très solide. Mais Matthew Beniers offre de quoi de plus qui lui a permis d'être dans l'équipe cette année. Puis ça c'est plate là, parce qu'on s'entend que à partir du début du championnat mondial junior, Matthew Beniers circulait sur Twitter tout bonnement, tout subitement, par plusieurs, que finalement c'était peut-être un top 5 au draft, mais Matthew Beniers joue présentement exactement comment qu'il joue à Michigan, tu sais. Puis entouré de très bons joueurs, il joue même mieux. Fait que, tu sais, moi présentement, Beniers, je peux même pas dire que c'est un riser pour le prochain draft parce que je l'avais déjà haut. T'avais déjà haut, tu sais. Tu sais, moi, j'avais Johnson, puis lui, j'hésitais beaucoup. J'étais comme, je sais pas pantoute entre les deux, lequel que je pourrais mettre premier. Tu sais, Johnson, il a peut-être plus le profil pour voler des matchs, mettons, là, que Beniers, mais non, l'impact que Beniers a dans un match est tellement important que
il est rendu premier sur ma liste des attaquants. Il a pris le devant sur Johnson, sur Eklund, sur Olofsson, sur Tuomala, Gunther aussi. Fait que, tu sais, il est tellement bon. C'est vraiment un bon tournoi pour lui, là. C'est lui qui en profite le plus dans tout pour le 2021, là, pour le draft 2021. C'est Svozil aussi, là. Ouais, mais Benier, il est bon. Ah ouais, Svozil, moi, c'en est un que tout de suite a attiré mon œil, puis je savais même pas que c'était un espoir là pour le prochain draft, puis je suis allé faire j'ai inscrit son nom sur Elite Prospects, là, je pense premier chiffre que je l'ai vu d'après moi là. Puis wow, c'est un ça je pense qu'on peut parler d'un riser vraiment là. Mais tu sais c'est ça qui est spécial, parce que cette année c'est tellement spécial, on dirait qu'on ne sait pas qui est vraiment un riser, parce qu'on ne sait pas qui est placé où du tout cette année, parce il y en a plein qu'on peut pas voir jouer du tout là. Là justement, il y a Clark qui est parti c'est où qui est parti? C'est en Suisse? Il est en Extraliga en Slovaquie. Slovaquie, c'est ça. Fait que là, lui, il commence sa saison, le Clark, qui est un potentiel first overall. Donc là, tous ces gars-là, justement, qui vont être un peu écœurés d'attendre après la OHL, vont peut-être partir en Europe pour être vus, parce que là, ces gars-là n'ont pas été vus. Mais non, impossible de faire des classements pour des recruteurs avec des gars que tu as vus cette année, puis tu te fies à ce que les gars, comment ils ont joué l'année passée, ils devraient être rendus cette année. Alors, c'est dur à faire un classement cette année. C'est pour ça que moi, je me suis dit, moi, j'écoute du football. Svozil, pour revenir sur Svozil, c'est un des premiers défenseurs que j'ai regardé cette année. Je me suis concentré sur les défenseurs en premier. Et après Shaika, j'ai écouté Svozil. Puis dans Karjala Cup, j'ai dit, wow, tout qu'un défenseur super bon. Après ça, j'ai écouté 3 matchs ou 2 matchs dans l'Extraliga. Puis très mobile, défensivement responsable. Il essaie d'être physique de temps en temps. C'est pas une ligue qui est physique, vraiment pas. Puis c'est dommage. Mais ça marche pas nécessairement là, pour lui au niveau physique. Mais offensivement, ça fonctionnait pas beaucoup. Fait qu'il a droppé dans ma liste de défenseurs quand j'ai recommencé à regarder le monde de la Q. Puis d'autres défenseurs européens comme Kirsanov, Suomi, puis Gabrielson. Mais en ce moment, avec le tournoi qu'il y a là, il pourrait très bien augmenter dans ma liste. Là. Je pourrais même le mettre dans le top 13 là, des défenseurs de cette année. Pas en première ronde, là, les défenseurs cette année. Il y en a probablement qui vont le mettre en première ronde. Pour l'instant, je le mettrai en deuxième, parce que veut pas... La République tchèque en ce moment connaît un bon tournoi, pas contre le Canada, là, mais connaît un bon tournoi, puis il profite beaucoup de ça. On voit juste lui en défensive parce qu'il est tellement mobile, il est vraiment compétent là-dessus, fait qu'il ressort beaucoup. Mais j'ai hâte de le voir en Extraliga s'il va continuer sur cette lancée-là. Ça va probablement aider son classement pour moi s'il continue comme ça, s'il va chercher de la confiance. Mais mettez un astérisque à côté de son nom, là, c'est un très bon joueur. Là. Je te dirais, Pascal, que présentement, moi, je l'ai en première ronde. Ouais, c'est correct. Ouais, j'ai Svozil en première ronde. Ça peut toujours changer, mais je l'ai en première ronde, et puis j'hésite, mais avec la tenue de Svozil dans le tournoi et la tenue de Shaika dans le tournoi, je pense que je mettrais Svozil avant Shaika. Mais j'hésite encore. J'hésite beaucoup parce que j'allais dire justement que Daniel Shaika il a une stature présidentielle, mais il me déçoit un peu quand le niveau augmente. Puis Svozil, il est meilleur quand le niveau augmente. Shaika, il y a un package qui est intéressant, tout ce qui peut amener mobilité, son gabarit, tout son niveau de responsabilité et tout, ça va bien, mais il donne tellement pas assez. Là. Je suis tout le temps frustré quand je regarde Shaika, il perd la puck. Il est pas aussi pire que McModolin cette année. Là. McModolin fait beaucoup d'erreurs. Shaika est plus fiable, mais il m'en donne pas assez, Shaika, ça me fait vraiment suer, là. Mais j'ai de la misère à mettre Svozil avant Scott Morrow, avant Logan Mailloux, avant Oscar Plandowski de la Q. Je peux le mettre avant Why Not, avant Nos,
Mais j'ai de la misère à en mettre avant ces joueurs-là. Mais il pourrait très bien finir en avant, là, sérieusement. Là, ça joue pas à grand-chose. C'est juste probablement le nombre de matchs que je regardais jouer. Quand il va revenir, enfin, le plus important, c'est après le Noël, au niveau des saisons. Fait que, on va voir là, à quoi ça ressemble après ça. Au niveau de Scott Morrow, courte parenthèse avant de closer l'épisode, là, mais Scott Morrow puis Logan Malou, parce qu'il faut dire aux auditeurs qu'on écoute les matchs en suédois, puis Logan Mayou joue en Suède, puis le commentateur qui dit Logan Malou, c'est très drôle, pour vrai, à chaque fois je ris. Mais Logan Mayou puis Scott Morrow jouent pas dans des ligues incroyables. Tandis que Moose Vasil, ses meilleurs matchs, c'est contre de la bonne opposition. C'est ça qui... Moi, c'est ça qui fait que je le mets. Mais écoute, ça peut changer encore, on s'entend, mais c'est pour ça que je trouve que Svazil est en haut, mais reste que c'est les deux joueurs avec Shaika puis Kirsanov sont des bons prospects en défense. Kirsanov, je pense pas qu'il sorte en première ronde à mon avis, mais Shaika va sortir en première. Shaika va sortir en première ronde, là, mais c'est pas mal les 4 joueurs du repêchage 2021 avec Oscar Olausson qui vont possiblement sortir en première ronde. Là. Olausson, là, mettez un astérisque aussi à côté de son nom. Ça fonctionne pas beaucoup. Ben, il est pas utilisé, il est sur quatrième trio. Il est pas utilisé comme joueur offensivement dominant, mais garder son nom, il va sortir très tôt en première ronde cette année. Là. Il est excessivement dominant dans la nationale. Là. Il est vraiment bon. J'étais rendu à lui dans mon scouting que je fais, puis je l'ai pas loin de Eklund comme Suédois. Là. Je l'ai très, très loin, très, très proche de Eklund. Juste que Eklund est capable de faire ce qu'il fait, mais dans la SHL, au lieu de le faire dans la nationale, c'est pour ça que je pense que je donne le edge à Eklund. Bref, gardez son nom. Numéro 24, je pense, de la Suède. Regardez-le un peu. Max, t'avais-tu autre chose à ajouter? Je peux parler de Olausson. Moi, j'ai un souvenir de lui en tête du Mondial Junior à date, puis c'est qu'il a pris un très mauvais tir. Mais c'est la seule chose que j'ai en tête, fait qu'il va falloir que je le regarde plus là. Mais dans le tournoi, il est pas super bon, là. Ça va pas super bien pour lui. Dans le tournoi. mais tu sais, des gars de cet âge-là aussi, puis sont pas habitués, tu sais, surtout qu'ils jouent en national. J'imagine qu'il y a beaucoup de temps de glace. Puis là, justement, t'arrives dans un rôle où tu joues pas beaucoup, dans un rôle souvent où faut pas que tu fasses d'erreurs, puis fait que c'est sûr que c'est pas évident pour ces gars-là. Là. C'est pour ça que je dis que le mondial junior souvent c'est une occasion soit de remarquer des gars comme des Svozil, mettons que j'aurais pas eu l'occasion de remarquer ailleurs parce que je regarde pas grand-chose ailleurs en ce moment, ou une occasion de voir des gars justement comme Caulfield, de voir son rendu où dans leur parcours. Mais d'aller analyser des espoirs au prochain draft qui jouent sur un 4e trio de leur équipe, ben c'est là que je vois pas l'intérêt vraiment de trop les analyser puis de penser trop loin avec le tournoi. Non, faut savoir relativiser. Le tournoi est une bonne occasion de comparer ces gars-là, mais faut toujours tout prendre en perspective puis jamais rien sortir du contexte. Faut tout le temps, tu peux pas juste voir les séquences du gars. Faut pas mal que tu vois le match au complet, en fait, pour vraiment être en mesure de bien cadrer l'ensemble de la photo. Puis là, de pouvoir faire ton analyse sur le gars, parce que c'est pas vrai que tu peux analyser tout le temps le jeu d'un gars par un shift by shift, surtout dans un tournoi mondial junior, parce que les situations sont très spéciales. Puis, tu sais, tu le dis, Max, c'est le contexte. T'sais, on prend un gars comme Oscar Olausson, puis je vais terminer là-dessus, mais Oscar Olausson, s'il jouait en SHL présentement et qu'il dominerait, puis là, il arrive avec la Suède au championnat mondial junior, puis qu'il joue comme il joue présentement, puis il joue pas mal, là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, puis tout ça, mais que tu l'as pas vu avant jouer, ben là, tu regardes Oscar Olausson, puis tu fais... c'est pas un bon espoir, là, c'est pas il sortira pas en première ronde, t'sais. Fait que c'est tout un contexte, on prend un gars comme Svozil, c'est un contexte X,
Tu prends un gars comme Daniel Chaika, c'est un autre contexte. C'est tout de contextualiser ce qui se passe autour des espoirs. Là, tu sais. Donc, en guise de conclusion, là, encore un gros merci pour la fidélité de nos auditeurs. On vous remercie énormément d'être là. On voit les chiffres. On peut pas savoir qui exactement nous écoute, mais on sait que vous êtes au rendez-vous. On vous remercie beaucoup, beaucoup de votre fidélité pour le TSLH Podcast. On est prêt à attaquer 2021 parce que la saison commence le 13 janvier. Puis on va être prêts, messieurs. Puis on va avoir l'occasion de se reparler d'ici là parce qu'on va assurément faire un épisode post-World Junior. Donc, qui devrait être un peu timé avec le début de la Ligue nationale. Je vais lever mon verre aux auditeurs. On tourne la page sur 2020, puis on accueille 2021 avec enthousiasme. Donc, je prends un petit moment pour souhaiter à ceux qui nous écoutent. Cheers! Puis souhaiter à Pascal, à Max, les boys, je vous souhaite une très belle année 2021. On va s'en souhaiter une meilleure. La santé, le bonheur, puis à nos auditeurs, on vous souhaite également la même chose. Cheers, tout le monde. Puis merci d'être au rendez-vous.